Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il y a à peu près un mois, nous invitions deux géographes à parler d'un atlas des campagnes de l'Ouest. Le mois prochain, nous inviterons un philosophe de l'Université de Nantes pour parler d'un livre, d'un court traité du mariage et des séparations. Et ce soir, nous invitons Valdemar Kita, le président du Football Club de Nantes. C'est dire que nos pôles d'intérêt sont tout à fait larges et diversifiés. Évidemment, le conseil de développement de Nantes Métropole n'est pas un club de supporters. La revue Place Publique n'a pas grand-chose à voir avec l'équipe, ce qui n'empêche pas que le sport en général, le football et le Football Club de Nantes en particulier, sont des phénomènes qui nous intéressent parce qu'ils jouent un rôle important dans la vie de la cité, dans la vie de ses habitants. D'ailleurs, Place Publique avait consacré un dossier à cette question il y a un peu plus de 3 ans, dans un contexte un peu différent. Le Football Club de Nantes n'était pas dans les 5 premiers du championnat, pourvu que ça dure, qui était intitulé « Le football a-t-il encore un avenir à Nantes ?» Nous avions fait intervenir des économistes, des sociologues, des historiens, comme nous avons l'habitude de le faire. Vous n'aviez pas souhaité, d'ailleurs, répondre à nos questions à l'époque, ce que je regrette, mais c'est un plaisir d'autant plus vif de vous avoir ce soir pour répondre à nos questions. Donc ce soir, on ne va pas parler de tactique de football, évidemment, ce n'est pas notre sujet, mais de la place du sport, du football et du Football Club de Nantes dans la vie de cette ville. Pas besoin de présenter longtemps Valdemar Kita, qui est bien connu, même si vos apparitions publiques sont rares. Valdemar Kita est né il y a 61 ans en Pologne. Il y a 60 ans, pardon. 60 ans alors. À Stettin, ça c'est bien vrai. Ça c'est bien vrai. Voilà. Et vous êtes arrivé en France à l'âge de 15 ans. Tout à fait, oui. Voilà, je ne me trompe pas tout le temps quand même. À l'âge de 15 ans, et depuis, donc, vous avez connu une ascension économique et sociale tout à fait remarquable. Vous êtes devenu un industriel, un homme d'affaires, notamment dans les domaines de l'optique, mais aussi de l'esthétique. Et puis, ça je l'ai appris tout à l'heure, vous êtes l'heureux propriétaire de cette marque d'eau. Écoutez, on va faire un peu de pub. C'est de l'eau minérale naturelle de Corrèze qui s'appelle Trégnac et qui est excellente, m'avez-vous dit. Et puis c'est là que nos chemins se croisent en quelque sorte. Vous avez d'abord fait l'acquisition d'un club de football en Suisse, à Lausanne, que vous avez présidé entre 1998 et 2001. Vous avez tenté, juste avant, vous aviez tenté précisément de racheter le Football Club de Nantes. Les choses ne s'étaient pas faites et ont fini par se faire en 2007, quand vous êtes devenu président du club, en leur achetant à la SOC Presse, le groupe de presse dont Serge Dassault, Marcel c'était son père, dont Serge Dassault était le propriétaire. Et donc, depuis, le club a connu des hauts et des bas. Il est d'abord remonté en Ligue 1 et puis redescendu en Ligue 2. Il est remonté et aujourd'hui, les choses se passent plutôt bien. J'étais au match, l'autre fois, à votre invitation contre Lyon. C'était un match tout à fait agréable. Je crois bien que Nantes aurait mérité de gagner. Enfin, il y a eu un match nul honorable. Et hier, vous l'avez emporté à Guingamp, ce qui ne vous était pas arrivé depuis très longtemps, je crois bien. Et donc, les choses vont plutôt bien. Alors, ma première question, c'est de résoudre une énigme. Qu'est-ce qui vous fait courir ? Qu'est-ce qui vous intéresse dans le football ? Vous êtes un investisseur avisé, puis là, vous dépensez des sommes considérables dans la gestion d'un club. Pourquoi ? D'où vient votre passion ? Alors écoutez, d'abord, mesdames, mesdemoiselles, monsieur, bonjour. Je suis plus que content d'être parmi vous. Je remarque une chose, parce qu'il faut que je réponde un petit peu aux questions qu'il m'a posées. Je remarque une chose, c'est qu'on invite les gens quand ils sont en haut de tableau et pas en bas.
Je préfère d'ailleurs, je suis plus à l'aise comme ça. Bon, écoutez, on vous invitera à nouveau dans un an, on verra bien. Je suis beaucoup plus à l'aise. Mais vous m'aviez dit d'ailleurs que vous aviez dit à vos joueurs qu'ils avaient intérêt à gagner hier puisque vous étiez invité ce soir. Ben oui, c'est beaucoup plus, je dirais, je suis plus à l'aise de moment quand, je dirais, quand on gagne le match et devant vous, parce que sinon, on aurait peut-être retrouvé aujourd'hui 10e ou 11e, quand on est 5e et encore à l'égalité avec Paris, donc on aurait pu même être, je dirais, 3e. Non, blague à part, écoutez, je pense que les questions qu'on va me poser, ça ne va pas être, je dirais, si simple à répondre parce que je pense qu'une entreprise, c'est qu'il faut vivre dedans. Et quand on ne vit pas dedans, ben il y a certaines choses ça nous échappe. Ce n'est pas qu'on ne comprend pas, mais ça nous échappe. Et que gérer les ressources humaines au quotidien, c'est très difficile. Donc on fait des erreurs. Et on essaie de les corriger. Parfois, on essaie d'imposer un certain style. Parfois, on écoute. Et quand on écoute, c'est bien, mais parfois, c'est pas bien. Et que de temps en temps, on se dit, des moments que ça marche pas trop mal dans ce que j'ai fait pendant 25 ans, automatiquement, je dirais, il y a quelque chose qui est bien. Donc, on aimerait continuer. Et puis, on arrive dans un milieu qu'on ne connaît pas très bien, ou qu'on pense connaître et qu'on essaye tout doucement, progressivement de progresser avec les gens. Et puis si vous imposez trop, vous parlez trop, donc vous parlez parfois pour rien dire. Et puis si vous dites rien, on vous dit qu'il est discret. Il y a 2-3 ans, j'en ai parlé beaucoup parce qu'il fallait quand même que j'impose un peu la personnalité, le caractère de FC Nantes. Aujourd'hui, on me dit que je ne suis pas assez. Donc vous voyez, il n'y a jamais le juste milieu. Mais je comprends très bien, mais parfois il vaut peut-être mieux être discret et d'avoir des bons résultats. Ce qui arrive, vous savez, avec l'âge, mes 60 ans, donc j'essaye de tout doucement, je dirais, de corriger et de faire certaines choses. Je regrette beaucoup que je n'ai pas pris, j'ai eu une réunion cet après-midi avec des anciens de Nantes, je regrette beaucoup qu'on m'a refusé je dirais, d'une certaine façon, de ne pas reprendre en 98 FC Nantes, parce que je pense qu'il y avait quelque chose à faire. Moi, je faisais ça tout d'abord avec une certaine passion, parce qu'il faut faire le travail avec le passion. Ensuite, l'argent, il faut l'avoir, parce que si on n'en a pas, on ne peut pas réussir. Malheureusement, il faut beaucoup d'argent dans le football. Et que je pense que j'aurais gagné beaucoup d'années si j'avais repris en 98, parce que j'ai retrouvé le club dans une situation un petit peu dramatique. Et je regrette que dans une société, on ne prévoit pas l'avenir. C'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans ou dans 10 ans dans une société. Le club, c'est exactement la même chose. Donc, ça veut dire qu'il faut se projeter très, très loin. Parce qu'après, on se corrige évidemment au fur et à mesure. Mais il est très important de se projeter. Ce que je reproche, peut-être pas un reproche, mais une remarque, c'est que on n'a pas, les dirigeants, les anciens dirigeants, je ne vais pas les citer lesquels et comment, de quelle façon, n'ont pas du tout prévu ce qui peut se passer, comment le football va évoluer, l'entreprise de football va évoluer dans les années qui suivent. On reviendrait sur l'évolution du football, mais moi j'insiste sur ma question. J'aimerais comprendre pourquoi vous avez désiré devenir propriétaire d'un club de football. Pourquoi un club de foot, pourquoi pas des chevaux de course ou des danseuses ? Déjà, que ça soit danseuse ou cheveux de course. C'est une façon de parler. Oui, ou de football, donc il faut être fou pour le faire. Donc je suis un fou, un peu quelque part, parce que quand on est, je dirais, normal, on n'investit pas autant d'argent dans un club. D'ailleurs, je pense que toute la famille était contre moi. Il y a peut-être mes enfants un peu. Oui, on dirait que votre fils quand même. Oui, qui m'ont un petit peu aidé là-dessus. Donc comme ils ont une grosse influence sur la mère, comme beaucoup d'enfants. Donc, ils ont un peu influencé la mère, et puis la mère, laissez tomber. Mais elle est d'accord maintenant. Maintenant, elle est d'accord. Elle n'a pas de choix. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que la passion, il faut qu'elle soit, qu'elle a une raison. Et de temps en temps, dans le football, il n'y a pas de notion de raison. Et que j'essaie de faire à mesure, de revenir à ma culture,
à mon éducation et de voir la raison. Et puis tout petit, en Pologne, vous jouiez au football? Alors, voilà, le football, c'est un petit peu ma passion, puisque je jouais de l'âge de 8 ans. J'étais dans un club professionnel où j'étais international cadet junior, première année. À quel poste jouiez-vous? Je jouais avant-centre. Et donc, si vous voulez, c'est vrai que j'adorais Nantes. Pourquoi Nantes? J'adorais surtout les clubs qui avaient une éducation, je dirais, scolaire, culturelle et donc éducatif, mais aussi footballistique. Et ce qui était très plaisant à Nantes, comme à Saint-Étienne, comme à Auxerre par la suite, c'est cette notion, le sport de haut niveau plus l'éducation. C'est-à-dire, on pouvait continuer les études. Il faut comprendre que dans le système, je dirais, de pays de l'Est, et en Allemagne en particulier, puisqu'on compare beaucoup en Allemagne, mais croyez-moi, il ne faut pas avoir des complexes d'Allemands, hein, on est plus fort que les Allemands. Il faut arrêter de faire les Allemands, parce que les Allemands, ça va, mais on est quand même très très bons, on est même meilleurs. C'est marrant parce qu'eux, ils ont complexe de nous, et puis eux, dans le sens contraire, donc c'est un petit peu embêtant. Donc on avait un système qui n'était pas mauvais dans le pays de l'Est, c'est-à-dire que les écoles finissaient 1h, 2h l'après-midi. Et ça, c'était très bien parce que l'après-midi, on pouvait aller au sport ou faire la culture ou d'aller faire des langues étrangères parce qu'on n'avait pas droit des langues étrangères, on n'avait que le russe et qu'on pouvait faire la langue étrangère ou éventuellement jouer d'instruments ou chanter. Enfin, il y avait une certaine liberté et esprit, une culture très éducative au niveau culturel. L'opéra, l'opérette, tout ça, c'est à l'âge de 10 ans, je connaissais tout ça. Moi, déjà, à 10 ans, j'allais à l'opéra, à l'opérette que je ne comprenais pas. Mais au fur et à mesure que tu répètes, au fur et à mesure que tu regardes, mais tu comprends, tu cherches à comprendre, on t'explique à l'école. Et ça, c'était très, très fort. Donc, vous achetez un club de football parce que le football vous passionne et parce que vous en avez les moyens. Nantes en particulier. Alors, vous disiez à l'instant que Nantes avait une tradition éducative. Est-ce la seule raison qui vous a conduit à acheter ce club? Et connaissiez-vous la ville, la région ou simplement l'équipe? Alors écoutez, comme je suis arrivé à l'âge de 15 ans en France, je joue au football jusqu'à 32 ans à peu près dans la région parisienne. Et j'ai suivi Nantes évidemment, toute l'épopée des Nantes et tous les anciens qui étaient là. Et Nantes, Saint-Étienne, c'était deux équipes à l'époque, je dirais, assez connues. Et c'est vrai qu'il y avait un style, il y avait une éducation, il y avait une culture qui était, je dirais, des années à années répétitif et en plus suivi, constant. Donc c'était quand même assez... et ça rappelle un petit peu, vous savez, dans la vie, ça rappelle un petit peu ce que moi j'ai vécu en Pologne, c'est-à-dire ce système de sport de niveau dans l'après-midi et le matin à l'école. Donc c'était un peu ça. J'ai suivi presque tous les matchs de FC Nantes depuis l'âge de 20 ans. Donc ça fait... plus de 40 ans que je dirais que j'ai suivi. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose, cette ambiance, je dirais, footballistique, mais en même temps familiale. Et c'était très important par rapport peut-être à d'autres écuries. Alors parlons un peu de ce que vous avez fait depuis que vous êtes président du club. Et d'abord, parlons chiffres quand même. L'an dernier, Ouest France avait consacré un dossier à la question. Ils avaient évalué, si ma mémoire est bonne, à 60 à 70 millions les sommes que vous aviez investies dans le club. On entend parler de plus, de 100, de 110 millions. Alors, qu'en est-il ? Tout est vrai dedans. Maintenant, on ne va pas parler d'argent. Je vous avais dit... Un petit peu quand même. On ne va pas citer les chiffres parce que même moi, ça me fait peur quand je les cite. Donc, je préfère rester comme ça. Je dormirai mieux ce soir. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, pourquoi? Parce que ce club, encore aujourd'hui, peut-être un petit peu moins parce qu'on essaie d'équilibrer certaines choses, vivait comme un club de Champions League, avec tous les personnels administratifs, avec tout ce qui est sport d'études, tout ce qui est donc le centre de formation, avec tout l'équipement qui est autour, les terrains d'entraînement, le stade. Et c'est là que je dis qu'on n'a pas préparé l'avenir. Parce qu'on aurait dû penser, de voir de quelle façon on peut
comment le club évolue, qu'est-ce qui se passe ailleurs, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, même tous les travaux que nous avons fait aujourd'hui à Nantes, on est déjà en retard d'une dizaine, quinzaine d'années. Vous êtes en retard par rapport à qui et sur quel terrain? Mais on est en retard, je dirais, dans 2-3 ans, on va être en retard par rapport à Bordeaux, par rapport à Saint-Étienne, ne parlons pas de Paris, par rapport à Marseille, par rapport à Nice, par rapport à Lille, même Lens. Tout ça, on va être en retard. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui est très très importante, c'est une maison. Une maison, c'est le stade. Si vous n'avez pas je dirais un équipement au niveau international au top, ça pose un gros problème par la suite. Ça pose un problème pour le footballeur parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont envie de venir. Ça pose un problème au niveau de manifestation parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a certaines réglementations qui sont très importantes et qu'on n'aura aucun match international aujourd'hui à la Beaujoire. On n'aura pas de l'Hérault et qu'on aurait pu l'avoir parce que la ville a été choisie. Et tout ça, c'est très embêtant. Là, on est déjà en retard. Je parle au niveau international. Et nous, ça nous gêne aussi d'une certaine façon pour pouvoir, je dirais, promotionner. Donc, il faut qu'on soit 2 fois trop bon au niveau de résultats pour pouvoir amener des joueurs d'un certain niveau chez nous. Et ça, c'est important. On va reparler de cette question de l'euro et de cette question du nouveau stade dont on a un peu parlé à droite et à gauche. Je voudrais quand même qu'on poursuive sur votre bilan. Cet argent, vous l'avez investi dans quoi? Dans le club de formation, dans l'achat de talents pris ici et là. De quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui? Oh, c'est pas une question de fierté. Je pense qu'on a essayé de travailler. On a essayé d'abord, de la première année, de remettre un petit peu le club parmi l'élite. On a réussi dès la première année. C'est une année qui m'a coûté entre 25 et 30 millions. Parce qu'il fallait mettre de l'argent. Et ensuite, ce qui était malheureux, c'est que quand je suis arrivé, il y avait des contrats signé pour 2-3 ans avec des salaires très 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 importants en 2e division et qu'il a fallu absolument monter. Donc on a monté et ensuite ce qu'il fallait faire, c'est que le joueur qui était en 2e division n'était pas apte pour jouer en 1re division. Donc il aurait fallu compléter, je dirais, l'équipe, mais en même temps, ceux-là qui n'étaient pas là, il aurait fallu, je dirais, payer des contrats pour qu'ils puissent partir. Alors, il y en a qui sont restés, il y en a qui sont partis. Et puis après, il y a eu pas mal de choses que j'ai appris moi-même sur pas mal de choses. C'est pour ça aujourd'hui, nous avons une équipe, je dirais, beaucoup plus réduite au niveau intermédiaire entre le staff et la direction. Nous avons une association qu'on est main à la main parce que je dirais c'est un seul club. Il n'y a pas l'association et puis ça. Donc aujourd'hui, on travaille très très bien. On a choisi nos gens. On sait, on a changé pas mal de choses au niveau d'encadrement, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Je dirais pas une question de fierté, mais je dirais un travail que nous avons fait énorme et que nous n'avons pas lâché parce qu'on aurait pu lâcher à un certain moment. C'est déjà de garder tout le personnel, de garder le centre de formation dans l'état qu'il était, de le travailler, de le mettre en évidence. Et ça, je reconnais que les gens qui étaient avec moi, les gens de l'association et tous les gens, le service commercial qui étaient, on a acheté le contrat aussi de Sport5 parce qu'on voulait être indépendant, parce que je pensais que Sport5 ne nous apporte pas ce qu'on souhaiterait. Vous pouvez peut-être expliquer Sport5, c'est une société intermédiaire qui va chercher les sponsors et que quand il va chercher le sponsor, puisque c'est eux qui vont le chercher, automatiquement, il prend un pourcentage entre 20 et 30%. Et moi, j'estimais que ce n'est pas une question seulement de prendre 20 à 30%, mais c'est plus le contact humain avec notre force de vente à nous est supérieur et pas quelqu'un de Paris qui vient demander, je dirais, des sponsoring à des gens de la région. Je pense qu'il fallait absolument donner une identité et l'image du travail commercial et de marketing sur place. Donc, nous avons engagé aussi ces commerciaux
sur nos frais à nous, c'est-à-dire dans notre budget à nous. Donc tout ça, on s'est séparé et on est vraiment aujourd'hui indépendant, je dirais, de personnes, et on dépend que de nous-mêmes et qu'on travaille et puis on essaie. Mais tout ça, c'est l'argent, parce que la force de vente, c'est de l'argent, le marketing, c'est de l'argent, le centre de formation, c'est de l'argent. Et il fallait tenir pour le centre de formation, parce qu'à un certain moment, quand je suis arrivé, il y a des jeunes qui ne voulaient plus venir dans le centre de formation. Et j'ai eu, je dirais, en face de moi aussi des personnes de l'Amérique qui ont écouté. Ça a mis un petit peu de temps, mais je reconnais que le résultat était là. Et on a quand même travaillé beaucoup sur le centre de formation. Et l'Amérique nous a écoutés. On a fait un gros boulot au niveau des centres de formation, au niveau de rénovation des centres de formation. Et heureusement, parce qu'on avait vraiment besoin. J'aimerais qu'elle m'écoute la même chose pour le stade. Mais pourquoi accordez-vous une telle importance au centre de formation ? Jadis, il n'était pas rare, effectivement, que des jeunes viennent, soient formés et ensuite restent jouer 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Les joueurs restent 2 ans, 3 ans, sont réunis un peu par hasard à un même moment sous le même maillot, mais il n'y a plus du tout cette fidélité, cette filière depuis la formation jusqu'au club. Vous avez touché le point qu'il fallait, parce que c'est vrai que c'est une réflexion que nous nous donnons depuis pas mal de temps, mais il y a une chose qu'on est sûr, c'est que aujourd'hui la mentalité, l'état d'esprit a beaucoup changé. Et nous avons aujourd'hui beaucoup de joueurs de multiculture. Multiculture dit multireligion, donc il faut savoir gérer, il faut savoir être attentif, il ne faut pas vexer, il y a plein de choses comme ça qui sont très importantes. Mais en même temps, on veut continuer dans cet état d'esprit de culture footballistique, je dirais à la nantaise. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est la meilleure façon de s'en sortir demain. On n'aura pas des millions, des milliards qu'aujourd'hui, je dirais, de clubs comme Paris Saint-Germain, où on veut rester dans le club, je dirais, familial. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de créer cette famille. Tous les éducateurs aujourd'hui et les entraîneurs, ce sont des Nantais. Donc il fallait le temps pour arriver à ça. Je pense qu'il faut absolument qu'on défende ce club et défend cette région à tous les niveaux. Mais si le sport et le football en particulier donnent la voix, ben ça sera parfait. Et je pense que demain, on ne pourra pas acheter un joueur de 10 millions, 15 ou 20 millions, sauf si on veut changer de politique et peut-être changer des capitaux. Mais je pense que l'avenir est dans le jeune et l'avenir dans le centre. Et de les éduquer mieux possible pour qu'ils puissent s'exprimer le mieux possible. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand vous voyagez beaucoup, que ce soit en France ou à l'étranger, moi j'ai la chance de voyager beaucoup, quand on parle de Nantes, on parle de football. On parle que de football. On parle que de football. Et je peux vous dire qu'à Paris, je me fais arrêter partout, en toutes les villes d'Europe où je me fais arrêter, tout le monde me parle que de football. On va reparler... Donc ça veut dire qu'il y a du bon travail qui a été fait quand même au niveau d'image maintenant. On va reparler du lien entre le football et l'image de Nantes, parce que oui, c'est un vrai débat. C'est pas du tout ce que vous avez écrit dans le livre. Hein. On a posé des questions. Mais on va vous demander... Mais il y a peut-être livre numéro 2 qui va sortir. On va vous demander d'y répondre. Mais si vous nous aviez répondu à l'époque, ça aurait été plus simple pour nous. Mais vous étiez très méchant avec moi. Bon, pas du tout. Avant d'aborder cette question de l'image de Nantes et du rôle de football dans cette image, je vais revenir à votre situation vis-à-vis du club. Quand le club a connu des périodes moins florissantes qu'aujourd'hui, mais la glorieuse certitude du sport ne nous met à l'abri de rien, des rumeurs insistantes couraient notamment dans les journaux sur votre intention de revendre le club. Vous êtes à Nantes pour toujours ou vous pouvez partir du jour au lendemain ? Alors, je pense que l'humour, c'est toujours mes amis journalistes qui sont à droite là-bas, qui aiment bien de parler d'humour, ils aiment bien provoquer un peu, mais en fait, c'est des mecs gentils, hein, c'est des mecs qui font leur boulot, ils provoquent un peu. Vous vous plaignez que les journalistes ne vous aiment pas beaucoup ? Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'ils ne nous font pas de cadeaux. Je suis pas là pour être aimé. Hein. On n'est pas là pour partir en vacances, on est là pour faire du boulot.
Et je pense qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, ils ont la vision différente et ils voient très bien que nous avons fait du travail, que nous avons dépensé l'argent, certes, mais nous avons fait aussi, parce qu'on peut dépenser l'argent à rien faire. On a dépensé l'argent et je pense que tout doucement, on est en train de remonter à un certain niveau. Donc l'humour, vous savez, moi j'avais ma société pendant 20 ans et pendant 5-6 ans, tous les mois j'étais vendu. Hein. Et le jour que j'ai vendu, personne ne savait. Donc, est-ce que vous dites peut s'interpréter de plusieurs manières? Mais bien sûr, mais vous savez pas, mais je fais exprès. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est qu'aujourd'hui, j'essaie de me donner le projet sur 5-10 ans. Et il n'y a pas que moi. Il y a aussi mon fils qui est là, qui adore ça. Apparemment, ça passe beaucoup mieux avec les journalistes qu'avec moi. Donc c'est super bien. On leur demandera. Il faut pas demander mieux. Qui demande mieux le peuple. Donc, ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que il faut voir une chose beaucoup plus lointain que ça. C'est-à-dire que je veux savoir, je veux prévoir ce qui va se passer dans 5-10 ans. J'ai mon plan. J'en ai parlé entre nous. Je vais travailler dessus pour pouvoir encore améliorer. Et que ce qui est très important, c'est de prévoir ce qui va se passer dans les années qui suivent. Avec ou sans moi, ce n'est pas important. Mais si je prévois, ça veut dire que ça peut être que positif à tous les niveaux. Ou c'est mon fils qui reprend, ou on fait des choses un peu différemment. Il y a plein de choses à le faire. Mais il faut penser, il ne faut pas s'endormir, et il faut surtout voir de quelle façon on peut sortir, qu'on est en train de sortir, d'une certaine philosophie footballistique qu'on puisse s'aligner devant des Paris Saint-Germain, devant Marseille, qu'on leur fasse peur, devant les équipes importantes, en France comme en Europe. Philippe ? Oui, je vous ai écouté attentivement et quelque part, je me dis que finalement, vous êtes en train de refaire ce qu'a été le Football Club de Nantes pendant assez longtemps, à savoir une école de formation, sortir des jeunes. Et les jeunes en question, lorsqu'ils atteignaient un certain niveau, étaient effectivement transférés tout simplement au bénéfice du club et de leur carrière. Donc est-ce que c'est ça le modèle économique que vous avez en tête de reconstruire, si je puis dire ça comme ça, puisque vous avez investi dans le centre de formation, on voit des jeunes effectivement s'affirmer et entrer dans l'équipe première, mais face à des puissances économiques comme celle du Paris Saint-Germain ou d'autres clubs européens, parce qu'on est dans un monde qui, je veux dire, n'a plus de frontières en Europe. Les joueurs passent d'un club à l'autre, d'un pays à un autre. Donc, comment le club pourra garder ses bons joueurs dans cette économie du football telle qu'elle existe aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si on peut parler de l'économie. Je pense qu'on peut peut-être parler d'une culture, je dirais, à la nantaise. Vous me dites, oui, vous voulez revenir au modèle. Oui, j'aimerais bien. C'est vrai, j'aimerais bien. Mais je ne peux pas revenir au modèle qu'il y avait avant. C'est impossible. C'était il y a 20 ans. Le contexte est différent, je suis bien d'accord. C'est différent. Et il faut aussi avoir la flexibilité et, je dirais, la créativité de trouver le juste du milieu. Ce qui s'est passé, il faut prendre cette histoire-là, il faut s'appuyer. Et par la suite, d'ailleurs, j'essaie de m'appuyer, mais ce n'est pas si facile que ça avec les anciens. Et s'appuyer et de créer de nouvelles choses, de s'adapter à la situation actuelle, culturelle, mais aussi économique. Mais aussi en même temps, on sait très bien qu'au joueur, aujourd'hui, ne restera pas plus qu'entre 3 et 5 ans grand maximum. Parce qu'il y aura s'il est vraiment très bon, il y aura des clubs qui vont demander qu'il a envie d'avoir une autre expérience. On n'est pas là aujourd'hui, si vous voulez, d'avoir un maillot pendant 10-15 ans dans un club. Par contre, ce qu'on essaye de le faire, c'est celui-là qui reste pendant 3 ans, qui le mouille le maillot. Et là, on est en train de réussir. Même le match d'hier, s'ils n'avaient pas mouillé le maillot, je peux vous dire qu'avant le match, à la mi-temps, j'étais là, il fallait qu'il mouille le maillot. Parce que c'est là qu'il nous faut. Qu'il mouille pendant 3 ans, ça ne me dérange pas.
quatrième année, s'il a envie de partir, c'est comme ça, c'est le système qui demande, il faut s'adapter. C'est à nous d'être créatifs, à prévoir ce qui va se passer déjà l'année prochaine. J'ai répondu à votre question? Oui, oui, merci. Venons-en à la question du rôle du football, et du Football Club de Nantes en particulier, dans l'image de la ville. Vous avez fait réaliser une étude qu'on peut peut-être nous montrer, qui indique que pendant la saison 2013-2014, on a vu le FC Nantes sur un certain nombre de télévisions dans le monde, 3620h35. C'est bien, non? Je vous l'apprends? Ah non, vous ne m'apprenez pas parce que c'est moi qui ai demandé cette étude. C'est important par rapport au sponsoring. C'est important aussi que notre image de FC Nantes véhicule dans le monde entier. Mais on véhicule parce qu'on est bon. Si on n'était pas bon, on ne serait pas là. Et c'est ça qui est important. Ça veut dire qu'il y a des résultats des télévisions. Vous savez que c'est la communication la plus importante aujourd'hui. Mais aussi en même temps parce qu'on est bon. Sinon, on ne serait pas diffusé. Quand vous allez à Dubaï, quand vous allez en Asie et que vous rentrez le soir et vous regardez FC Nantes, ça vous fait drôle quand même. C'est pas mal. Vous allez en Russie, tiens, il y a FC Nantes. Donc, c'est très intéressant, je dirais, d'une certaine façon, de vous démontrer que le football, c'est la meilleure, si on est bon, évidemment, parce que si on n'est pas bon, on ne parle pas de nous, mais quand on est bon, automatiquement, c'est les plus beaux images qu'ils peuvent véhiculer, que ce soit au niveau national et au niveau international. Alors, c'est bien normal que vous défendiez cette idée. En même temps, quand le club est descendu en Ligue 2, bien sûr, les Nantais étaient un peu tristes. Ils auraient préféré que leur club reste en Ligue 1. Et on est toujours plus content quand le FC Nantes gagne des matchs. Parlez la première année ou la deuxième année? Peu importe. Ah, c'est important. On n'étais pas là la première année. On est toujours plus content quand on gagne que quand on perd. Mais au bout du compte, ça n'a rien changé quand même à la vie de la ville. Ça n'a pas nui au dynamisme économique de Nantes. Il y a quand même bien d'autres choses à Nantes que le football. D'ailleurs, il y a des clubs dans d'autres disciplines qui ont fait du progrès. Et puis, il n'y a pas que le sport dans la vie. Que le foot soit très important pour une petite ville comme Guingamp ou pour Auxerre, je veux bien le croire. Mais à Nantes... Écoutez, c'est une vision un petit peu, je dirais, très resserrée ou très limite que vous avez de football. Le football, c'est là... J'ai cité vos 3620 heures, donc... Mais est-ce que vous pouvez me citer d'une autre activité sportive ou culturelle qui est passée à la télé ailleurs que FC Nantes? Dites-moi. Citez-moi une autre. D'autres activités culturelles, il y en a. Nantaise, il y en a. Mais est-ce qu'elles étaient on a autant vu? C'est peut-être pas 3620 heures, mais interroger Jean Blais sur la visibilité internationale du voyage à Nantes, sur Royal Deluxe ou les machines de Lille, ils ont des chiffres aussi. Des revues de presse. Mais donnez-les-moi. Moi, je n'ai pas ça sous la main, mais des choses... on parle dans le vide, là. Non, on parle pas dans le vide. Et puis, je ne suis pas là pour polémiquer avec vous. Je suis là pour vous poser des questions. Mais simplement. Moi, j'essaie de vous répondre. Moi, je veux dire tout simplement pourquoi on vous a amené ça. Parce qu'on voulait vous montrer exactement ce que représente le Football Club de Nantes, pas seulement à Nantes, mais aussi au niveau national et international. C'est très important d'être connu comme ça. C'est quand même football qui apporte. Et football, on peut dire ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, il y a une chose qui est très importante dans le football. Et je suis un bon exemple. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais aujourd'hui, quand on voit les différentes cultures, différentes religions en particulier, mais grâce au football, au moins ils ne se battent pas. Ils s'aiment, ils s'embrassent à la fin. Tout va très bien, tout le monde rigole de ça, mais c'est super important. Je vais vous donner un bon exemple. Moi, je suis rentré à 15 ans en France. Je ne parlais pas un mot français. Je jouais bien au football. On m'a pris tout de suite dans une équipe. J'ai appris la culture française. J'ai appris tout ce que vous avez de bon. Et aujourd'hui, pendant 25 ans, je fais quoi? Je fais cocorico dans le monde entier. C'est ça qui est beau à voir. Et cocorico, quand je vois cocorico, dans deux sens. Cocorico, le vrai coq,
que j'ai travaillé pendant 20 ans, que j'ai retiré la molécule pour faire les produits d'esthétique. Oui, c'est la vérité. Et deuxième, le produit que j'ai plus vendu dans le monde entier et que j'ai gagné avec un Nantais qui s'appelle Philippe Sourdi, un film scientifique aux États-Unis qui est rare, hein, American Academy of Ophthalmology, je peux vous dire qu'un Français qui gagne, c'est rare, que nous avons gagné ensemble, et qui était le commencement de film, c'était le coq. Et ce n'était pas le football, le coq et le match de rugby qui commençait, on rentrait dans l'œil de l'être humain. C'est la différence, si vous voulez, par rapport à d'autres sports, c'est que le football, ça peut être volley, ça peut être handball, ça peut être tout ce que vous voulez, rugby, mais le football, c'est le sport le plus populaire au monde, le plus populaire en France, le plus populaire en Europe, et c'est grâce à des mecs comme moi qui aujourd'hui, qui vous apportent un plus. Ça, c'est le vrai changement. C'est vrai qu'on a la même plus ou moins la culture, plus la même religion, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est moi qui vous a apporté aussi, il fait cocorico. Peut-être je fais plus cocorico, même quand j'ai le deux pattes dans la merde. Bon, je vais vous continuer à vous faire de la peine, hein, puisque je suis là pour ça. Ah, mais je suis là pour vous faire rigoler un peu. J'ai quand même l'impression que, et ça n'a rien à voir avec vous, et ça n'a rien à voir avec le Football Club de Nantes, je crois que c'est l'évolution du sport professionnel en général. J'ai l'impression que le lien étroit qui a pu exister entre telle ou telle ville et tel ou tel club est aujourd'hui quand même en train de se défaire. Dans les années 60, il ne s'agit pas de dire c'était mieux dans le temps, mais quand même, dans les années 60, quand les joueurs restaient des années dans le club, quand il n'y avait pas les écarts absolument faramineux qui existent aujourd'hui entre la rémunération d'un joueur professionnel et le salaire moyen d'un supporter, il me semble qu'on pouvait assez facilement s'identifier à son club. Aujourd'hui, bon, bien sûr, on est content de les voir jouer, surtout quand ils jouent bien, on est content de les voir gagner, mais ces gars-là, ce sont des mercenaires. Alors, écoutez, j'ai envie de vous dire beaucoup de choses. Ben, vous avez le temps. Non, mais sincèrement, j'ai envie de vous dire beaucoup de choses. Je pense que les années 60 vont revenir. C'est l'économie qui va nous forcer. Je pense, j'espère me tromper, mais sincèrement, j'espère me tromper. Mais l'économie ne va pas très bien. Je pense que, quoi qu'il arrive, à part un ou deux clubs dans le pays où malheureusement le pétrole coule ou le gaz et que c'est facile d'avoir l'argent, on ne peut pas aussi continuer, je dirais, d'avoir une certaine philosophie de football que des riches. Parce que vous avez aujourd'hui une vision sur le football riche. Ce n'est pas comme ça qu'on voit les choses. D'abord, moi je suis très content qu'un joueur chez moi gagne beaucoup d'argent, je vous dis tout de suite. Pourquoi ? Parce que il y en a combien les joueurs du Football Club de Nantes ? Entre quoi et quoi ? Le moins payé et le plus payé ? Aujourd'hui, on est entre 8 et 40 000. 8 et 40 000 euros par mois. Par mois, oui. Écoutez, moi je pense personnellement que tout va se stabiliser, on entend stabiliser. D'abord, depuis un an, deuxième année, nous avons équilibré, et c'était le but, du budget justement de Nantes pour que le club devienne autonome financièrement. C'est très important pour moi, mais ça, il fallait du temps parce que il y avait des contrats, il y avait pas mal de choses, etc., etc. Donc, ce qui est très important pour moi aujourd'hui, c'est de voir de quelle façon ce club peut rester autonome financièrement. Ça veut dire qu'il va falloir quand même qu'il ait des bons résultats. Parce que plus il a des bons résultats, mieux c'est. Mais c'est à moi de gérer la chose. Et ce qui est très important pour moi, si vous voulez, c'est que le joueur reste plus longtemps possible. Mais il ne faut pas oublier que la carrière d'un joueur, c'est entre 7 et 8 ans. 7-8 ans, il faut qu'il gagne beaucoup d'argent pour pouvoir prévoir
investir et gagner et de vivre pendant 40 ans. Il faut qu'il vive pendant 40 ans hein, par la suite. Et peut-être même plus parce que avec la médecine d'aujourd'hui, ne parlons pas de la médecine esthétique, on va très loin aujourd'hui. Hein. Il faut aussi qu'on puisse suivre à ce sujet-là. Et je pense que le footballeur, malheureusement, il fait que 7-8 ans éventuellement de bons salaires. Il y en a qui font des salaires exceptionnels, évidemment, mais il y en a quoi? Il y en a 10 en Europe, 20, 30, surtout les licenciés qu'il y en a. Donc il n'y a pas tant que ça. Donc je ne suis pas jaloux de salaire, au contraire, il faut leur donner le plus possible. Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'ils prévoient aussi. C'est pour ça que cette éducation de départ, éducation culturelle, doit aussi lui aider d'investir beaucoup plus. Aujourd'hui, ils ont des managers, ils ont des avocats, ils ont plein de choses. Donc moi, je ne suis pas du tout jaloux. Et croyez-moi, faites le calcul. Moi, j'ai fait un calcul un jour. Combien de joueurs, en 7 ans, combien de temps il peut vivre avec un salaire moyen? Ben, ça ne va pas si loin que ça. Il faut qu'il investisse, il faut qu'il retravaille par la suite. Il ne faut pas oublier qu'un joueur, pendant 15 ans, 7 ans, qui vit peut-être correctement, mais 15 ans, il faut qu'il se prive de tout. De la nourriture, de l'alcool, de faire la fête, même s'ils font de temps en temps, c'est pas dramatique, on a tous fait, hein, il ne faut pas non plus exagérer. Et leur corps, c'est une mécanique. Il faut la travailler, la mécanique. Dès que tu relâches, ça ne va pas du tout. Où j'ai été surpris énormément, c'est par exemple quand ils partent en vacances pendant 5-6 semaines. On recommence tout à zéro. Il ne faut pas que pendant les vacances, on mange trop, ou qu'ils prennent 3-4 kilos, parce que là, c'est sûr que c'est grave. Donc, si vous voulez, on peut rentrer dans ces détails qui sont des détails très importants d'hygiène de vie pour un sportif de niveau. Et s'il ne fait pas, s'il n'entretient pas sa mécanique, c'est comme une voiture, il faut qu'elle soit parfaite, il ne peut aussi avoir un problème d'accident, fracture. Moi, j'ai eu fracture 2 fois de tibia péroné. Heureusement que j'avais un travail. Il peut avoir des ligaments, il peut avoir d'autres chocs très importants et arrêter sa carrière. Et il ne vaut plus rien sur le marché. Donc, je pense qu'il faut qu'on comprenne un petit peu ce que c'est ce système. Ce système n'est pas si facile que ça. Et en même temps, je suis convaincu qu'on va revenir dans les années 60, qu'on va stabiliser, en tout cas, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, on va stabiliser des certaines masses salariales pour justement redynamiser un petit peu ce maillot que le joueur va avoir pendant, je dirais, quelques années. Mais attention, le changement culturel est très important, parce que le changement culturel, ça veut dire qu'ils n'ont pas la même culture, les gens, et qu'ils ont envie de partir à droite, à gauche. Il faut accepter ça. Hein. C'est bien de prendre, mais en même temps, il faut accepter qu'ils vont partir. Hein. Oui, on peut défendre... Il n'y a pas beaucoup de fidèles polacs comme moi. Hein. On peut défendre cette idée d'un retour vers un football plus sobre, plus frugal. On peut défendre aussi une autre idée. Ma foi, tant que les investisseurs qataris et les oligarques russes investiront massivement dans tel ou tel club de football, je crois qu'on s'oriente plutôt vers cette deuxième solution. Ce que vous souhaitez ? Ah, je ne souhaite pas. Non, mais je vous pose la question. J'émets une hypothèse, et je ne suis pas sûr que les faits me démentent. C'est que demain, en fait, on est plutôt une sorte de championnat européen, avec les super clubs, avec un super budget. Donc, je ne sais pas, il y aurait 2 clubs, 3 clubs en France qui disputeraient le championnat européen. Et puis des clubs, effectivement... qui vont disparaître. Qui disparaîtront ou qui joueront dans un autre championnat. Mais... Non, attendez. Si vous voulez rentrer sur ce... Non. Si vous rentrez dans ce système-là, vous avez peut-être raison. Ah là, c'est fini le football. Hein. C'est fini le football. Je pense qu'on ne va pas arriver à ça. Pour plusieurs raisons, parce que chaque pays, on voit aujourd'hui ce qui se passe en Europe, on voit ce que c'est l'Europe, il y a quand même un gros problème. Donc je vois mal comment on peut faire le championnat exclusif pour les meilleurs clubs, je dirais, européens, 2 Français, 2 Italiens, 2 Allemands, peut-être 3 ou 4 Anglais. Vous savez quel est le budget des télévisions de droit anglaises?
Vous allez nous le dire. 2 milliards 600 millions d'euros. Vous savez combien est le budget de télévision française entre Canal plus beIN Sport? 680 millions. Et je trouve que ce n'est pas normal. Et si avec moi, j'aurais demandé minimum 1 milliard. Parce qu'on mérite d'avoir 1 milliard. En Allemagne, c'est 1,2 milliard. Je pense qu'en Espagne, c'est aussi. En Italie, 1,2 million, 1,3 million. Milliards, pardon. Donc, toutes ces sommes sont très, très importantes. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne défend pas très bien le football français. Mais ça a encore un autre problème. On avait dans ce numéro de Place Publique un article que j'avais trouvé intéressant sur l'économie du football, qui a été écrit par Philippe Diallo, qui est directeur général de l'Union des clubs professionnels, voilà, oui. Qui disait qu'il faut absolument réguler l'économie du football, ne serait-ce que pour l'intérêt du jeu. Parce que si on a 2 clubs, 3 clubs qui ont des budgets 10 fois supérieurs aux autres, il y a toutes les chances qu'à la fin, ce soit toujours les mêmes qui gagnent et que la glorieuse incertitude du sport en prenne un sacré coup. Je ne veux pas être désagréable, mais il est premier quand même à accepter les Qatar. Oui, non, mais... Non, excusez-moi, mais il y a un moment, il faut dire les choses comme elles sont. On ne peut pas défendre d'une certaine façon le sport de haut niveau avec un budget d'équilibre pour tout le monde, pour que ça soit pour tout le monde pareil, et d'accepter Monaco, d'accepter donc les Russes avec le pétrole et puis les Qatars. Moi, j'ai dit, et sincèrement, je suis très sincère, il faut ces gens-là. On a besoin des gens des Qatars. On a besoin des gens qui amènent l'argent dans le football. C'est toute une économie. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait en peu de temps, le Paris Saint-Germain? Allez-y voir au parc ce qu'ils ont fait avec le parc. Allez-y voir. Vous savez quel est le prix? On nous dit pour 190 €, je dirais aujourd'hui, de venir pour le match de championnat. Vous savez quel est le prix là-bas? Non, mais dans les 2000 quelques euros. Non, mais attendez, mais ça coûte une fortune. Et ils ont augmenté de 30%. Et ils sont pleins à craquer. Mais c'est une économie énorme. Vous ne pouvez pas vous imaginer les développements qu'ils font. Ils refusent des loges. Ils refusent des loges. Donc il ne faut pas réguler l'économie du football. Il faut attirer le plus d'investisseurs possible. Mais on est dans un système capitalistique. C'est comme ça, c'est pas autrement. On est en train de parler de la Russie, que la Russie va être sûrement devant nous au niveau des classements des meilleurs clubs, nations pour les championnats d'Europe, pour Champions League et puis Club d'Europe. Mais la Russie, c'est un grand pays. C'est 168 millions d'habitants. Qu'est-ce qu'on a de se comparer? On doit passer devant Portugal, Espagne, Italie. Mais ne sous-estimez pas la Russie. Je connais un peu, donc je peux vous en parler. C'est des gens très cultivés, très forts, très riches. C'est les plus gros ressources naturelles au monde. Plus gros ressources naturelles au monde. Ils ont pétrole, ils ont la forêt, ils ont gaz, ils ont tout. Et pas con, hein. Je peux vous dire, pas con, hein. Je crois qu'on peut faire un lien entre ce que vous venez de dire, pas tellement sur les Russes, mais sur l'économie du football en général, et les propos que vous teniez tout à l'heure, le regret que vous avez du fait que l'euro ne se joue pas à Nantes, et question quand même très liée à cette affaire de l'euro, c'est la question du stade. En fait, vous disiez il faut que l'euro vienne à Nantes parce que ça va être drôlement bien, ça va justement pour l'image de Nantes, pour sa notoriété internationale. Seulement pour que l'euro vienne à Nantes, il fallait réaliser des investissements considérables, je n'ai plus les chiffres en tête, mais assez considérables, d'aménagement du stade. Et à l'époque, la ville a dit non. Non, on trouve que c'est trop. On trouve que cet argent-là serait mieux dépensé ailleurs. Donc ça reste une pomme de discorde entre vous et la ville? Écoutez, moi je pense qu'il y a chacun sa gestion. Je respecte la gestion de la ville.
En même temps, si je dois défendre l'intérêt du football, je trouve que c'est un petit peu dommage qu'on a loupé cette opportunité. J'en ai discuté, je dirais, avec Monsieur le maire à l'époque assez précis, qu'il a eu la gentillesse et la courtoisie de me recevoir à l'Assemblée nationale et puis à la mairie. Et je vais travailler sur un projet pendant les vacances. Ce projet, je pense qu'il était plus qu'intéressant. Et eux, ils ont travaillé, la mairie a travaillé sur leur projet à eux. Leur projet à eux, c'était de reconstruire le stade de la Beaujoire sur 4 ans. Et moi, mon projet à moi, puisque j'ai eu de la chance dans ma vie de construire 9 unités de production, je pense que d'un vu, on ne fait pas 9. Et que dans tous les systèmes, je dirais, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais que ce soit l'organisationnel, que ce soit plomberie, que ce soit électricité, que ce soit tout ce que vous voulez, j'ai repris des sociétés, je n'ai jamais pu faire quelque chose de bien. Par contre, quand j'ai commencé à construire, c'est quelque chose de beaucoup mieux, parce que vous êtes plus à la page, à tous les niveaux, et vous préparez tout. Donc moi, j'étais sur l'idée de construire un nouveau stade. Et la mairie était sur l'idée de reconstruire, retaper l'ancien. L'avantage avec le mien, c'était nouveau. 2, il coûtait pas beaucoup plus cher que les autres, sur 2 ans et pas sur 4 ans. Les places étaient chez moi 45 000. Celui-là, l'ancien qu'on voulait retaper, il descendait, je crois, à 32 000. Donc, je voulais faire ça. J'ai travaillé avec un architecte. J'ai même eu en privé, il était très gentil avec moi, Bouygues, pour travailler sur ce projet. J'avais une maquette, j'avais tout. Et c'était sur le parking aujourd'hui. Et sur l'ancien stade, on aurait fait un centre commercial où ça aurait fait gagner aussi l'argent à la ville, puisqu'on aurait pu installer des bureaux, l'hôtel, et un ensemble de choses. Ce qui était bien en plus, c'est que vous avez à un certain moment prévu un très bon accès de routes et des tramways directement. Et je disais beaucoup plus loin que ça, ce serait bien, c'est de faire un coin, un rendez-vous de tous les sports professionnels de niveau, omnisport, c'est-à-dire d'associer dans tout ça le hand, le volley, basket, et je pensais que c'était une bonne idée. Nous avons discuté avec monsieur le maire, je lui ai dit, j'ai peut-être mal fait, possible j'ai mal fait, je lui ai dit, le conseil que je puisse vous donner avec mon expérience personnelle, ne retapez pas le vieux. Si vous voulez retaper le vieux, restez comme ça, parce que ça ne sera pas bon. Et j'ai dit, si vous voulez faire, faites quelque chose de nouveau, sinon ne faites rien. Je pense qu'il a pris la décision, que je la respecte. Ça n'empêche pas que je regrette, mais il a bien analysé les choses, il a pris la décision de ne pas le faire. Mais la gestion de la ville, ce n'est pas la mienne. Il a sûrement vu l'intérêt global, qui est tout à fait normal. Il a défendu l'intérêt. Aujourd'hui, ce que je regrette, c'est qu'en Bretagne, il n'y a aucun stade qu'il est capable d'accueillir l'Euro 2016, mais plus loin que ça. C'est qu'aujourd'hui, et ça ne sera pas demain, c'est dommage, c'est qu'il y a, dans cette région-là, il n'y aura aucune manifestation internationale. C'est fini. Parce qu'il y a des réglementations. Par contre, à Bordeaux, il y a un super stade qui est en train de se faire. À Saint-Étienne, qui n'a pas l'économie plus grande qu'ici, parce que je pense que l'économie est beaucoup plus importante ici qu'à Saint-Étienne, on entend de faire un super stade. À Lyon, un super stade. À Paris, le Parc des Princes va passer de 40 à 62 000, je crois. À Nice, il y a un nouveau stade. À Marseille, il y a un nouveau stade. À Lens, il y a un nouveau stade. À Lille, il y a un nouveau stade. Excusez-moi, mais... Ça aurait coûté combien un nouveau stade à Nantes ? Pour moi, à l'époque, c'était 145 millions au nouveau stade et 110-120 millions avec le Sportfac qui a proposé à la mairie les informations que j'ai. Donc, vous voyez, pour 30 millions, il valait mieux faire un nouveau, surtout qu'il fallait faire un centre commercial, que la ville aurait gagné de l'argent, et surtout qu'on aurait eu 45 000 places, et pas et 9, et pas 32.
Et aujourd'hui, quand on voit, je dirais, on est quand même parmi 2-3 meilleures influences en France, c'est pas par hasard. Donc ça veut dire qu'il y a la demande. Philippe ? Oui, juste pour terminer peut-être sur cette question du stade. Alors d'abord, Marseille a dû réhabiliter son stade. Je ne pense pas que ce soit un stade neuf. C'est le stade Vélodrome qui lui-même a été amélioré. Oui, mais qui a... aujourd'hui, je pense qu'ils sont passés à 60 000 et ils étaient à 40. Oui, c'est ça. À 60 000, c'est autre chose. Là, retaper le nouveau stade, demander de diminuer les places. Et je pense que 30 000, ça ne suffit pas à Nantes. Il faut au moins 40-45 000. On sait, aujourd'hui, on est troisième influence de France. Alors, il est clair qu'aujourd'hui, vous avez Paris, qui est déjà premier, et que vous avez Marseille, déjà. Donc, vous voyez, c'est quand même important. Et peut-être, alors, pour pousser la question jusqu'au bout, vous n'avez pas envisagé de faire rentrer le club en bourse, comme l'a fait le président Aulas à Lyon, et de financer vous-même le stade? Alors écoutez, la bourse, je la connais. J'ai eu la chance de la connaître. Je suis un vieux, donc pas mal de choses que j'ai vécues, donc j'essaie de ne pas faire les mêmes erreurs. La bourse, pour une entreprise de high-tech comme la mienne, j'ai gagné de l'argent. Pour le football, il ne faut surtout pas le faire. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, la bourse a aidé à acheter le stade à Lyon. C'est impossible. Au contraire, c'est un handicap, la bourse. C'est un handicap. Ok, merci. Avant de passer la parole à la salle, bien sûr, à l'époque, nous avions interrogé la ville, et c'est l'adjointe au sport de l'époque, Marie-Françoise Clergeau, qui nous avait répondu. Et elle disait « Oh, je sais que M. Kita aimerait que l'on construise un stade tout neuf. Ce n'est vraiment pas à l'ordre du jour. Accueillir à Nantes quelques matchs de l'Euro 2016 nous intéressait évidemment. Nous avons reçu le mondial de foot en 98 ou la Coupe du monde de rugby. Ce sont des événements qui font parler de la ville et qui font plaisir aux Nantais. Seulement, le cahier des charges de l'UEFA n'était pas raisonnable. Il aurait fallu investir entre 80 et 100 millions d'euros pour creuser la pelouse, agrandir les vestiaires, élargir les sièges. Cela n'aurait même pas augmenté la capacité d'accueil du stade. Dans une période tendue pour les collectivités locales, à une époque où tant de nos concitoyens galèrent, ça aurait été vraiment une dépense indécente. C'est un raisonnement que vous comprenez ou qui vous paraît aberrant ? Oh, vous savez, je ne vais pas m'exprimer là-dessus. Je pense qu'on n'était pas du tout en face. Il y a un chef d'entreprise et il y a quelqu'un qui fait la politique pour faire la politique. Donc, moi, je suis quelqu'un de réaliste. Je sais ce que j'investis, je sais ce qu'il faut faire. J'ai une expérience dans ces domaines supérieure à Madame Clerget, mais je ne vais pas donner mon point de vue. J'ai déjà dit, je me suis déjà exprimé. Dommage qu'on a vu ça de cette façon-là, parce que quand on prend un match, on investit 500 000 euros, un match de handball, excusez-moi, mais ça me dérange. Nous allons entrer dans la deuxième phase de notre soirée, comme nous le faisons d'habitude. Si quelqu'un souhaite intervenir, questionner, tout le monde ne vous connaît pas forcément, donc dites donc. Moi, je connais très bien. C'est pas sans intérêt pour l'assistance. Oui, nous nous sommes rencontrés la première fois, Monsieur Kita, vous avez évoqué cela tout à l'heure, avec Philippe Sourdille, il y a bien longtemps. Donc je crois que vous me faites peut-être quelques reproches à ce point de vue-là, mais qu'est-ce que vous voulez, tout le monde ne peut pas avoir une vue prospective de qualité. Merci beaucoup de reconnaître. Ceci étant, merci d'être venu en répondant à l'invitation du Conseil de développement et de place publique, mais pas tellement d'être venu ici, au Centre de communication de l'Ouest, mais d'être venu à Nantes. Parce qu'il faut reconnaître que sans vous, je ne sais pas ce que serait devenu le FC Nantes. Nous traversions à l'époque des périodes extrêmement troublées et peut-être serions-nous restés dans les bas-fonds de la seconde division un certain temps et peut-être pire. Donc merci, je tenais à vous le dire, moi ancien dirigeant, puisque vous dites que tout le monde ne me connaît pas. Bon, j'ai été dirigeant pendant...
Ancien dirigeant et ancien adjoint au sport également. Oui, et ancien joueur au FC Nantes, même amateur autrefois. Ceci étant, Monsieur le Président, j'ai été très intéressé par un certain nombre de vos réflexions qui m'amèneront à poser une ou deux questions. Vous dites que, évidemment, vous n'êtes pas là pour toujours équilibrer des comptes, qu'il faudra bien qu'un jour tout cela se passe de la meilleure façon pour vous. Et je me dis, quels sont les dossiers qui pourraient être étudiés pour améliorer les capacités financières du FC Nantes, puisque nous sommes dans un monde de mondialisation et un monde de finances. Les sous, c'est le championnat de France des sous d'abord. Vous avez évoqué le stade. C'est vrai que le stade, mais me semble-t-il, c'est a priori qu'un petit tiers du budget d'un club. Confirmez-moi. Les recettes au stade. Ah oui, le public. Oui, recette stade, ça va pas très loin. Ça va pas très loin. Donc, améliorer le stade pour ce qui pourrait être attractif pour les grosses sociétés, vous avez raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans le top 5, et vous avez souligné dans le top 3, ex aequo, avec Paris Saint-Germain et Lille. Marseille. Paris Saint-Germain et Lille. C'est vrai qu'à ce niveau-là, nous n'avons pas le stade qu'il faut. Ceci étant, lorsque l'on voit toutes les citations que vous avez données de toutes les autres villes qui ont le stade, a priori, nous ne serons plus dans le top 5, a fortiori dans le top 3, dans les années qui viennent, parce que nous n'aurons pas ce stade. C'est un point important qui n'a peut-être pas été souligné suffisamment auprès de ceux qui pourraient vous aider en la matière. Donc le premier point, c'est le stade. Sachons vers quoi on va si on ne refait pas un stade. Je voudrais vous préciser que faisant un nouveau stade, nouvelle conception, amène nouveaux sponsors et plus cher. Donc les recettes supérieures. Tout à fait. Important. C'est le premier point, le stade. Bon. Le deuxième point, c'est l'apport des collectivités qui sont maintenant tout à fait plafonnées. Je crois que c'est 2 200 000. On n'a pas, les collectivités n'ont pas le droit de vous dites 2 200 000 Oui. Vous vous donnez combien 1,5 million au Hand, non? Ah oui, non, mais... Non, je voulais savoir, non, parce que... Monsieur Kita, ne me dites pas ça à moi, qui, lorsque j'étais adjoint au sport, vérifiait combien je donnais. Mais je n'ai rien contre Hand, attention que ça soit bien clair. Hein. Vous n'avez rien pour non plus. Non. Oui, sauf que moi, je donne 1,2 million de taxes sur le spectateur pendant une année, monsieur. Donc, c'est aussi un des coins... 1,2 million, hein. Un des coins sur lequel vous pouvez taper pour dire aux collectivités, si vous voulez rester dans le haut niveau en football, un nouveau stade, j'ai des entrées avec la taxe sur les spectacles à vous offrir. C'est une chose rédhibitoire. Le deuxième point sur lequel on pourrait améliorer les recettes d'un club, c'est la distribution, et vous l'avez bien évoqué tout à l'heure, de l'argent qui est finalement le nerf de la guerre, mais le plus important dans votre budget, ce que redistribue la Ligue de football professionnel par les télévisions. La télé. C'est vrai que ça paraît petit par rapport aux autres exemples que vous avez donnés pour les autres villes. Mais moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que tous les clubs de football qui élisent les administrateurs de la Ligue de football professionnel aient été vers un vote contre vous, finalement, et en faisant entrer à la Ligue comme administrateur pour gérer le football français le président du Paris Saint-Germain, un Qatari. Alors, moi, je pense que si on veut que la redistribution soit meilleure et plus équilibrée, premièrement, il ne faudrait pas qu'on en donne toujours plus à ceux qui sont déjà au plus haut niveau, parce que c'est un circulus viciosus. Cette discussion et ce débat aurait dû intéresser tous les clubs et tous ceux qui ont voté, qui auraient dû voter, je ne vous le cache pas pour vous, parce que c'est un esprit de régularisation
de capacité d'intervention dans les championnats. Si l'argent va de plus en plus à ceux qui en ont de plus en plus, où va-t-on? Vous l'avez dit tout à l'heure, on ne pourra pas avoir 3 ou 4 grands clubs et puis le reste disparaîtra. Les petits clubs, quand je dis petits, c'est entre guillemets, je ne parle pas de nous qui sommes un grand club, monsieur le Président, mais les petits clubs, mettons Reims, Évian ou des choses comme ça, ils vont disparaître, mais ils sont indispensables pour qu'il y ait un championnat. Il faut quand même 18 ou 20 clubs. Alors, je m'étonne, et j'aimerais avoir votre avis sur cet échec, qui est pas un échec personnel, mais qui est un échec de politique, de gestion du football français, en élisant un président qatari à la Ligue nationale de football. Valdemar Kita. C'est la politique, et je ne sais pas la faire. Je ne sais pas la faire. Je suis trop entier, et je parle directement, vous avez remarqué, tout droit, et je pense que ça leur fait peur. Et je ne fais pas une affaire personnelle, je me suis présenté parce qu'on m'a demandé de se présenter, et on m'a dit on va voter pour toi. Maintenant j'ai compris où il y a des amis, où il y a des ennemis. C'est une dernière phrase. Il y a quelques années, le Conseil de développement, dont je fais partie, avait lancé une étude prospective sur ce que pourrait être la ville de Nantes dans 10 ans, 20 ans, avec ces 3 hypothèses de la ville souhaitée, la ville possible et la ville redoutée. J'aurais envie de vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez d'un FC Nantes possible dans les années à venir, d'un FC Nantes probable avec la distance qu'il peut y avoir entre le possible et le probable, ou un FC Nantes redouté, parce que nous redoutons tous, effectivement, si l'argent mène le bal à ce point-là, que le FC Nantes, un jour, ne soit plus qu'une petite lueur dans le paysage du football français. Écoutez, c'est marrant, hein. Vous avez les réponses dans votre Quand on dossier. est bon, on est bon, hein. Vous êtes très bon. Mais je ne suis pas trop mauvais non plus. Regardez, j'ai fait une réunion de travail aujourd'hui. Je vais montrer au monsieur. De quelle façon nous pouvons marquer l'histoire d'un... c'est parce que je n'ai pas de lunettes. C'est l'âge. Hein, l'empreinte des FC Nantes. Implication des anciens du club. Création du comité des sages. Création du musée dédié au FC Nantes. Création d'un stade. Avenir pour le club, moyen et long terme. Orientation sportive à donner. Type de marketing pour l'avenir. Réunion. Et ici, je marque notre club, Nantes, dans 10 ans. Regardez si c'est pareil. Je n'ai pas préparé. Hein. On ne s'est pas parlé. Hein. On est d'accord. Oui, c'est dommage qu'on ne m'ait pas accepté en 98. Ah, ben il fallait que je la mette, celle-là. Mais c'est pas du tout méchant, je vous promets, avec le grand respect. Mais voyez, regardez, c'est exactement le plan qui était aujourd'hui travaillé avec quelques personnes, et mon fils peut témoigner. Une autre 10 intervention. ans, hein, j'ai bien 10 ans, on a parlé des 10 ans, tous les deux, pas 5, 7, 10. Oui. Bonsoir Monsieur Kita, Henrik Baudy de l'association Nantes Métropole Omnisport. Vous avez dit tout à l'heure que pour diriger une entreprise comme un club, il fallait prévoir. On voit aujourd'hui que le Paris Saint-Germain est en train de devenir un grand club européen. Il a choisi pour le modèle de son développement économique le modèle Omnisport en intégrant des clubs de handball et de volleyball et sûrement bientôt de basket. Ma question sera double. Est-ce que vous pensez que ce modèle est transposable à Nantes et est-il souhaitable ? Attendez, il n'est pas seulement souhaitable, ça fait 5 ans que j'en parle. On en avait parlé ensemble, effectivement. Vous voyez, on est toujours dans le coup. Hein. Le problème, c'est qu'il faut une certaine coordination de travail. Et c'est un petit peu dommage qu'on ait gentiment invité ici pour pouvoir de parler de tout ça. Ça suffit de réunir. J'avais parlé il y a 5 ans, j'ai dit qu'il faut faire quelque chose à ce niveau-là. Vous voyez, Paris arrive, ils le font parce qu'ils ont le pouvoir. Moi, je n'ai pas le même pouvoir avec vous. Je n'ai pas le même pouvoir avec vous. On peut négocier le sponsor, on peut négocier l'équipement entier pour tout le monde, etc., etc. Bien sûr qu'on peut le faire. Mais il y a 5 ans que je parle. Pourquoi Qatariens
qui n'ont pas d'idées, ils ont pétrole mais ils n'ont pas d'idées. Nous, on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Ça fait longtemps que je parle. On ne demande que ça. Mais la meilleure façon de pouvoir réunir tout ça, il faut faire un pôle de travail, mais en même temps, il faut trouver ce domaine où on puisse éventuellement faire le stade et tout autour, au lieu d'investir 500 000 pour un match de Paris Saint-Germain dans les tribunes qu'on n'a plus jamais servi, autant de mettre à cet argent, de faire quelque chose du bien, et tous ensemble. Ça, c'est vraiment l'avenir. L'avenir de la région comme Nantes, c'est la culture, évidemment, je suis pour, mais à 100%, croyez-moi, football, mais le sport dans l'ensemble, pas que le football, le sport dans l'ensemble. Et je pense culture et sport de niveau, ça vous fera nous connaître aujourd'hui la région, parce qu'elle est belle, parce qu'il y a tout ce qu'il faut en place, parce qu'il y a des entreprises qui sont très bonnes, très intelligentes, qui travaillent bien, qui se demandent que ça. Vous savez qu'on a créé depuis le début de l'année, et ça fait 2-3 ans que ça nous travaille, on essaie de faire un petit village avant le match, de représenter, que les sociétés présentent leurs produits. Il y a quand même entre 25 et 30 000 spectateurs par match. Il n'y a que 10% de ces personnes qui viennent au match voient les entreprises. On fait ce petit village. On a commencé par 4 sociétés. Mais on ne demande que ça. Même si ça doit être presque donné, on s'en fout. Promotionner l'entreprise. C'est très important. On en a besoin. C'est ça la politique économique. C'est ça. Et la politique économique, c'est le capitalisme. On pourrait dire ce qu'on veut. On peut être social. Le plus gros social, c'est moi parce que j'ai mis plein de millions dedans. Mais c'est ça. Quand on fait ça, il faut nous suivre. Il faut nous suivre. Vous n'avez pas d'argent, c'est pas grave. Allez, venez. On va vous ouvrir les portes. C'est ça qui est très important. Faisons tout ce village qu'on a créé. Je peux vous dire, il a du succès. Il y en a 4, mais on aimerait qu'il y en a dizaines, quinzaines. C'est très important. C'est important. Ça va représenter l'entreprise, ça va représenter la région. Montrer les produits. On m'a parlé depuis pas mal de temps du fromage exceptionnel d'ici. Mais montrez-nous ce fromage. Mais on va acheter même le fromage sur les stands. Tout ce que vous avez, on achète, on essaie de le faire. C'est ça la promotion. Et quand aujourd'hui, on vous parle qu'on a 3620 heures de communication à l'extérieur, mais je dis que c'est rien. Mais moi, j'aimerais bien savoir quelle est d'autres d'activité, même culturelle, qu'on monte ça. Moi, j'aimerais bien, je serais content. Parce que plus on parle de Nantes, mieux c'est. Qu'on parle de la culture, qu'on parle de football, qu'on parle de hand, qu'on parle de saucisson ou qu'on parle de fromage, j'adorerais ça. C'est très important. Dites-moi quelles sont les sociétés aussi dans ces produits gastronomiques que la France est numéro 1 dans le monde. Moi, quand je vais dans l'étranger, la première chose que je recherche, c'est un restaurant français. Hein. J'ai pas du tout envie de manger américain ou d'autres. Deuxième, italien peut-être parce qu'ils sont pas mauvais, mais ça s'arrête là. La promotion est très importante et je pense que nous, on peut faire quelque chose. Oui. Moi, je voudrais vous sortir du Qatar et des millions. Je voudrais vous poser une question qui est peut-être plus légère, mais peut-être pas tant que ça. J'ai vu que le FC Nantes avait une équipe de football féminin. Et j'aimerais bien avoir votre avis sur l'avenir de ce football féminin. Parce que moi, quand je regarde des joueuses aujourd'hui, j'ai l'impression de voir un football finalement plus technique et quelquefois plus intéressant que celui des hommes qui est devenu très physique. Et aujourd'hui, le football féminin a pris de l'importance, on le voit davantage à la télévision. Est-ce que ça, vous pensez que c'est un investissement d'avenir ? Et qu'il y a quelque chose qui va se jouer là-dessus dans l'évolution du foot, alors peut-être pas dans les 5 ans, mais peut-être dans les 10 ou 15 ans qui viennent, et peut-être même on peut s'amuser encore à aller plus loin. Enfin, je sais que Philippe Audic, qui est à côté de vous, l'avait écrit dans une tribune dans Jury Sport, que peut-être qu'un jour on pourrait même avoir des équipes mixtes. Ce qu'on a vu dans le tennis, par exemple. Je veux dire, les filles aujourd'hui dans le tennis sont aussi connues que les garçons. Ça se pratique aussi de manière mixte. En tout cas, est-ce que le football féminin, ça vous paraît être un investissement d'avenir ?
Alors écoutez, tout d'abord, nous on a travaillé pendant 1 an sur ce projet avec Jackie, président de l'association. Ils m'ont énormément soutenu parce que c'était un projet qui était depuis pas mal de temps, mais c'est beaucoup plus difficile quand vous êtes en 2e division qu'en 1re division. Donc on s'est un petit peu installé et on a commencé à travailler. Évidemment que c'est très important, donc c'est quand même notre création. On voulait absolument, je dirais, que ça arrive. Moi, ce qui me fait peur, c'est les femmes. Ah. Enfin, j'ai pas peur des femmes, mais les femmes prennent de plus en plus de place. Les femmes prennent de plus en plus de place. Si les femmes commencent à jouer au football, mais qu'est-ce qu'on va devenir? C'est ça qui me fait peur. Des spectateurs sincèrement. heureux, peut-être. Oui, sûrement, et je serais très heureux d'arriver à ça. Mais pour vous donner pourquoi je vous dis que les femmes deviennent très importantes dans la vie d'aujourd'hui, c'est parce que les femmes sont autonomes, parce que les femmes sont intelligentes, parce que les femmes travaillent beaucoup mieux que l'homme. Sur 650 personnes de femmes dans ma société que j'avais 85% de femmes avec des grosses responsabilités, celles qui travaillent mieux. C'est dangereux, c'est très dangereux. Pour nous, monsieur. Pour nous. Peut-être pas pour nous, parce que maintenant, on a fait notre chemin, mais je trouve que c'est bien. Je vais vous dire, sincèrement, je dois vous dire la vérité, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que c'est quand même, ça permet quand même une certaine liberté de la femme, mais trop de liberté, c'est pas très bon non plus. Hein. Bon, On va arrêter là-dessus. Il y a un public très majoritairement masculin ce soir. Qui veut prendre la parole? Oui? Une femme. Non, je ne crois pas. Oui? Voilà. Bien, donc Guylain de la Gâtinais, conseiller de développement, animateur du groupe Tourisme et Patrimoine. Je voudrais poser une question volontairement naïve. Comment faire pour que le Football Club de Nantes et Nantes Métropole, voire le pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire, travaillent à la promotion internationale ensemble? Déjà, il faut qu'on se réunisse, qu'on se définisse un plan. Qu'est-ce que vous souhaitez exactement? Qu'est-ce que je peux vous apporter? Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter? Je pense que je peux vous apporter quelque chose. J'étais quand même dans les 85 pays à l'export dans la société. Aujourd'hui, on est avec une nouvelle société avec dans les 70 pays. Je pense que je peux vous apporter quelque chose, oui. Donc, quand commence-t-on une réunion? Écoutez, j'embrasse Johanna Roland et que je tutoie François Pinte. Vous avez un très bon représentant de chez nous qui s'appelle Éric Chevrier, qui va prendre contact, ou vous prenez contact avec lui, qui fera une première réunion pour savoir un petit peu de quelle façon on peut s'organiser, et puis on va voir si je peux vous aider. C'est bon? C'est clair? C'est clair. Très bien. Jean-Claude Charrier, Conseil de développement. Nous avons reçu devant le Conseil de développement, il y a environ peut-être 6 mois, 1 an, une association qui s'appelle le Jeu à la Nantaise. L'association s'appelle À la Nantaise. À la Nantaise, oui. Enfin, ou à la Nantaise? À la Nantaise, mais dont l'inspiration... Je ne joue pas à la Nantaise. Hein. Dont l'inspiration est le Jeu à la Nantaise qui a effectivement fait la réputation du FC Nantes pendant 2 ou 3 décennies. Et quand on parle de Nantes, on parle effectivement du Jeu à la Nantaise. Donc il se considère comme dépositaire d'une certaine tradition et d'une certaine qualité footballistique au niveau de Nantes. Donc ils avaient des ambitions, etc. Mais je voulais savoir quels étaient vos rapports avec eux, parce que j'avais cru comprendre qu'il y avait un certain état de conflit, hein, puisque en quelque sorte ils voulaient plus ou moins vous évincer de la direction du FC Nantes. Alors où est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'il y a le cessez-le-feu ou est-ce que la guerre est toujours déclarée? Ça va être difficile. Hein. Alors, je vais vous dire quelque chose. Je pense que vous avez remarqué, ceux-là qui me connaissent, ils peuvent aussi souligner que je suis plutôt un garçon de dialogue. Mais on va vite fermer le sujet. Quand quelqu'un, après 6 mois que j'arrive, qui me traite des sales races, sales polonais, dégage d'ici, et il est président à la Nantaise, et que je vois des certains universitaires qui l'appuient, moi je suis déçu, mais très déçu. Donc je ne discuterai jamais avec ce monsieur. Vous m'entendez? Jamais. Je me fais encore insulter aujourd'hui par des gens, encore hier. Il y a 20 ou 30 personnes qui m'insultent. Maintenant, il y a tous les stades qui se mettent à siffler contre
Donc le type qui me traite pour une sale race, sale polac, dégage d'ici, je n'accepte pas. Si vous acceptez, ben, tant mieux. Oui. J'ai répondu à votre question, monsieur? Ah non, mais vous posez la question, donc je vous réponds. Hein. Moi, je ne peux pas discuter avec quelqu'un qui est à la nantaise de cette façon-là. Ce n'est pas mon truc à moi. Oui. Bonjour, je m'appelle Nathan Blondel, je suis étudiant en marketing sportif à Nantes et j'ai plusieurs questions à poser. D'abord, est-ce que... Pas 10. Non, pas 10. Tout d'abord, est-ce que vous pensez qu'une ligue fermée peut être intéressant pour la Ligue 1? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Le principe d'une ligue fermée, d'un système américain. Vous pouvez expliquer ce que c'est? J'ai compris. Oui, mais tout le monde a... Enfin, moi, j'ai pas compris, en tout cas. Et je suis sans doute pas le seul. C'est une ligue fermée style la NBA ou la NFL ou des choses comme ça, où il n'y a pas de relégation sportive. C'est juste un droit d'entrée qui est payé par chaque club, ce qui permet d'avoir un salary cap, ce qui est... Un championnat fermé, en quelque sorte. Oui, un championnat fermé, avec un salary cap, c'est-à-dire un fair play financier en meilleur, enfin moi je le trouve meilleur, où les richesses sont forcément maîtrisées par la Ligue, ça évite les débordements ou tout ce qu'on peut voir avec les clubs endettés. Ma seconde question, c'est... Attendez, on va peut-être répondre à la première question déjà. Okay. Alors, écoutez, sincèrement, il y a un certain moment, j'étais pas tellement pour. Et que je vois quand il y a des clubs qui arrivent, qu'ils n'ont pas du tout de même structure, et que les structures que nous avons par rapport à ce que nous payons nous, parce qu'aujourd'hui, il faut avoir le centre de formation, il faut avoir un stade, il faut avoir la sécurité, il faut voir la surveillance, il faut avoir le centre d'entraînement. Je me pose la question si ça ne vaut pas le coup de le faire, oui. La deuxième question. Ma deuxième question, c'est vous avez évoqué votre type de marketing pour l'avenir. Et je voulais savoir quel était concrètement votre style de marketing et quelles actions vous voulez mettre en avant dans les années futures. Vous cherchez du boulot? Certes, mais je suis très intéressé par votre stratégie marketing. Et mon ultime question... Non, attendez, on va répondre à la deuxième question. Alors, c'est quoi votre stratégie de marketing? Mais marketing, c'est vraiment, je dirais, un mot à la mode. Marketing, ça veut dire beaucoup et rien. C'est de quelle façon je vais promotionner le club, hein, c'est exactement ça. Écoutez, je pense que la meilleure promotion du club, et là je me suis aperçu, c'est des résultats sportifs. Parce que si vous avez des résultats sportifs, vous pouvez aller très très loin et vous pouvez demander beaucoup de choses à beaucoup de gens. Vous savez pourquoi je suis là? Parce que j'ai mon résultat sportif. Maintenant, si vous voulez qu'on parle beaucoup plus loin, je suis prêt un jour de vous recevoir, qu'on discute ensemble, parce que le marketing, c'est vraiment un grand mot. Hein. Marketing, communication. Dans le marketing, il y a la communication. Dans la communication marketing, il y a tout ce qui est la vente. C'est très important. Aujourd'hui, le marketing, c'est une boutique qu'on a installée il y a 5 ans à la Beaujoire, une deuxième qu'on vient d'installer dans Net. Ça aussi, c'est du marketing. Il y a l'image qui passe tout le temps, mais le marketing, c'est 3620 000 heures passées à l'export. Ça, c'est au-dessus du marketing. Ce qui n'est nullement négligeable, ce que je n'ai jamais dit. Votre dernière question. Et ma dernière question, ça sera vis-à-vis du stade. Certes, un stade, quand un club est propriétaire d'un stade, ses revenus sont largement supérieurs à un club qui ne l'est pas. Mais nous avons les deux exemples. Arsenal qui a réussi à construire son stade, même s'ils n'ont pas eu de titre pendant 10 ans. Ils ont réussi à se maintenir à un niveau conséquent, ce qui a permis de pouvoir continuer à jouer et ne pas être relégué et pour que cet investissement soit important pour le club. Et nous avons aussi la vision du Mans qui a voulu créer son stade, mais qui n'a pas eu les résultats sportifs adéquats, ce qui l'a complètement fait chuter. Et pensez-vous que Nantes ne pourrait pas connaître la même situation que Le Mans, plus que la situation d'Arsenal? Alors, écoutez, ce sont, je dirais, disproportionnés comme cas, parce que l'Angleterre, comme je vous avais dit, c'est 2,6 milliards d'euros de droits de télévision. La culture footballistique est fantastique. N'oubliez pas que c'est Londres, l'Angleterre. Là, vous me parlez de Mans. Avec Lyon? Ah, mais Lyon, attendez, ils sont en train de construire. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Il a un plan, monsieur Alas.
Non, mais Le Mans, moi je vais vous dire, en vous résumant, je pense personnellement que, et c'est là que je serais d'accord avec vous sur le ligue fermée, c'est que je crois personnellement, sincèrement, que dans les grandes villes où l'économique, comme Nantes, comme Lyon, comme Marseille, Rennes, je suis à la limite, je suis désolé, mais je suis à la limite. Lille, même pas Lens, écoutez-moi bien, même pas Lens. Marseille, c'est des grandes villes économiques, Nice, qui vont pouvoir survivre pour le futur si on organise bien. Il a cité tout à l'heure, je pense que vous avez cité Évian ou des petits clubs. Ça ne marchera pas. Ils n'ont pas de stade, ils n'ont rien. Attendez, ça ne peut pas marcher. Ils reçoivent minimum 10 à 12 millions de droits de télévision, mais ça ne peut pas marcher. Quelqu'un qu'il faut qu'il mette à la poche tout le temps. Et quand j'ai dit tout à l'heure, ce qui est très important, je voudrais préciser parce que j'ai oublié, c'est que depuis 2 ans, j'essaye que le club devient autonome financièrement. C'est très important. Hein. Très, très important. Ça veut dire que de jour au lendemain, s'il y a un changement, on prépare le club pour l'avenir. Ensuite, que le futur a envie de le faire, mettre beaucoup plus d'argent, c'est son problème. D'ailleurs, entre parenthèses, puisqu'il a cité tout à l'heure, mais il était très gentil, il n'est pas allé beaucoup plus loin, ce qui s'est passé à Lausanne. Hein. Lausanne n'avait pas d'argent pour aller plus loin. Il y a le type qui le mettait, une fois qu'il est parti, et qu'il a dit stop, arrêtons, le budget est là. Et le club a fait faillite 1 an après votre départ. Non, oui, pas faillite, il n'a pas déposé, mais il a descendu parce qu'ils ont pris des joueurs avec des sommes astronomiques et qu'il ne fallait pas le faire. Et c'est 1 an après seulement, parce qu'ils ont joué la Coupe d'Europe. J'ai qualifié le club pour la Coupe d'Europe, mais j'ai dit qu'il ne fallait surtout pas prendre de joueurs très chers. Ce qu'on est en train de faire ici, depuis 2 ans, le club devient autonome financièrement. C'est très, très important. Très important. C'est ça l'économie. Madame. Anne Boger du Conseil de développement. Valdemar, j'ai apprécié ce que vous avez dit tout à l'heure sur les femmes, mais je pense qu'il y a encore pas mal de chemin à faire. Je pense que je me suis fait une amie. Alors, une question. À quand une femme entraîneur d'une des équipes du FC Nantes ? Alors, je sais qu'il y a des femmes dans les jeunes, parce que dans les stages cet été, les stages qui ont eu lieu à Saint-Brévin, il y avait des femmes qui s'occupaient des petits garçons. Mais à quand vraiment une femme pour entraîner une des équipes ? Alors, je ne dis pas féminine, l'équipe pro tout de suite, équipe masculine, bien sûr. Je ne dis pas équipe pro tout de suite, mais elles ont des ambitions disproportionnées, toutes ces femmes. C'est incroyable. Hein. On a commencé à Clermont, on voit où on est. Hein. Alors, on en est où ? On n'est pas très bien à Clermont. Hein. Excusez-moi. Hein, mais... il faut lui laisser le temps, Monsieur le Président. Je n'ai pas dit le contraire, mais moi, je ne suis pas une école d'apprentissage. Hein. Donc je préfère qu'ils apprennent ailleurs. Non, blague à part. Je pense que c'est une très bonne idée. Je crois que quand une équipe masculine est dirigée par une femme, je pense qu'il y a beaucoup plus de respect. Et je pense que le message peut passer beaucoup mieux. J'ai peur, et je connais un petit peu maintenant tous les petits détails, je dirais, dans le football. Je crois que c'est un petit peu trop tôt. C'est ma vision personnelle. Merci, mais il me fallait que je trouve une question à poser de toute façon, parce que comme il y a très peu de femmes dans l'Assemblée, il fallait au moins qu'il y en ait une qui prenne la parole. Mais vous avez bien fait. Ah voilà, il y a des femmes qui applaudissent. Hein. Solidarité entre vous. Hein. Bruno Deshaies, Conseil de développement. J'ai relevé dans vos propos, me semble-t-il, une contradiction, ou alors j'ai rien compris. Je ne suis pas un grand connaisseur en football. Vous semblez être nostalgique du football des années 60, plus sportif, moins capitalistique. Et vous avez dit, en même temps, c'est très bien qu'on ait des capitaux qataris ou russes, qui sont des gens qui peuvent apporter énormément, et bien sûr. Alors, moi, je ne comprends pas. Ce football des années 60 ne correspond pas du tout à celui que généreraient les Russes ou les Qataris. Là, je me suis mal exprimé. Je pense que j'ai parlé un peu en polonais.
Alors, je vais vous expliquer. C'est pas du tout ça. Ce que je voulais dire, tout simplement, c'est que je pense que l'économie va pas très bien aujourd'hui. Si ça continue comme ça, les années 60 vont revenir dans le football, dans l'économie. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas les moyens de payer plus les salaires. Il y aura toujours la locomotive, si je puis me dire, financière, que ce soit Paris Saint-Germain ou peut-être Monaco ou peut-être d'autres qui vont venir. Mais nous, on va revenir. Pourquoi? Parce qu'on sent, par exemple, ce dernier mercato, qu'il n'y a pas eu de trop d'achats ni de ventes. Ça veut dire qu'on est en train de se stabiliser, ça veut dire qu'on a un problème qui est là, et que le problème économique existe, et que je ne dis pas que je suis contre le Qatar, je dis que par la force des choses économiques, on sera obligé de revenir. Mais je peux vous dire beaucoup plus loin que ça, que je voulais m'exprimer tout à l'heure, c'est que je pense personnellement, c'est que plus il y aura des problèmes économiques, plus il y aura des problèmes que des gens n'ont pas de travail, plus les gens vont être attirés par le sport. Alors je vais vous dire pourquoi je vous donne cet exemple. J'ai eu de la chance ou malchance de vivre dans d'autres pays, et dans le pays ancien communiste, la pauvreté a amené les gens de ramener dans les manifestations comme le sport de niveau. Et regardez, aujourd'hui, on est devenu, dans ce pays-là, capitalistique. Le sport n'est plus au même niveau qu'avant. Les pays de l'Est étaient très très forts dans le sport. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que le capitalisme domine tout ça. C'est-à-dire, il y a l'argent, on peut faire beaucoup plus de choses, il y a plus de liberté. Avant, c'est grâce à le sport que ça en sortait. Il n'y avait que le sport ou rien. Moi, je me rappelle très bien, j'ai m'entraîné d'une côté d'une avenue, il y avait l'armée russe, et de l'autre côté, il y a l'armée polonaise, et j'allais m'entraîner dans l'armée polonaise, puisque mon père était officier, donc on a eu la chance de pouvoir d'être bien équipé, de bien le faire. Donc, plus la pauvreté, plus les gens veulent venir au stade. Parce qu'ils vont vouloir voir, discuter, trouver la joie, trouver le sourire, de rigoler, je dirais, de trouver des amis. C'est là une sortie qui sera pas excessive, mais en même temps très agréable. Oui, Yves Robin, Conseil de développement. Alors, vous, quand vous êtes arrivé à Nantes, vous êtes arrivé après différentes batailles autour du rachat du club, et donc vous êtes arrivé comme un mécène. Et c'est vrai j'ai l'impression qu'on a perdu quelques années, parce que là, aujourd'hui, votre discours est convaincant, mais au fil des années, il y a eu, il y a eu des contestations de toutes parts et tout. Et donc, aujourd'hui, ça semble être sur de bons rails, bien parti, mais que de temps perdu. Alors, je voulais savoir quand même si vous souhaitiez garder, être l'actionnaire unique du Football Club de Nantes à l'avenir. Parce qu'on a vu ici un chef d'entreprise venir présenter un projet de construction d'une salle sportive. Et aujourd'hui, je crois qu'il a beaucoup de problèmes, ce monsieur. Donc, je ne sais pas si on cite son nom, mais c'était l'entreprise que présidait monsieur Frère, donc, qui est venu présenter aussi un projet magnifique, donc un projet totalement privé aussi. Donc voilà, le temps perdu. Et est-ce que vous allez rester l'actionnaire unique du club à l'avenir? Alors, la première question, elle est très bonne, cette question. Parce que l'image qu'on m'a donnée, moi j'ai travaillé pendant ce temps-là. Je ne serais pas là et le résultat ne serait pas le même si je n'avais pas travaillé. Par contre, on m'a donné l'image des mecs qui viennent de Paris, qui amènent l'argent, c'est un capitaliste, on ne peut pas lui approcher, etc. etc. Ce n'est pas du tout ça. J'avais un projet. D'ailleurs, je peux vous amener un document que la première année quand je suis arrivé, j'ai dit voilà mon projet sur 5-7 ans. Et vous allez voir, je suis peut-être un petit peu en retard d'une année, mais pas tant que ça. Donc j'ai travaillé. Donc ça me fait plaisir que vous reconnaissiez quand même aujourd'hui que j'ai accompli un certain travail. Parce que ça prouve qu'il y a des résultats. Mais je ne parle pas forcément de résultats sportifs, mais le travail que nous avons mené avec la mairie pour refaire le centre de formation, que je refais les terrains, que je refais les bureaux, ce sont des détails, mais c'est un outil de travail que les gens ont besoin de le faire.
C'est un travail qui était, je dirais, fait, mais personne ne voyait et personne n'en voulait en parler. Aujourd'hui, il y a un super centre de formation, personne ne s'intéresse. Hein. On a fait, ça y est, c'est bon, c'est fini. C'est normal. Mais il fallait de l'énergie, du temps, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je suis toujours dans l'idée, dans mes, je dirais, d'ailleurs, je ne veux pas construire un stade, hein, tout seul. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Mais le point qui est très important, vous avez parfaitement raison, si j'ai l'opportunité, je vais sûrement travailler dessus, parce que je pense que c'est important, j'ai toujours fait. Si j'ai une opportunité, faire entrer quelqu'un à capital, mais pas que pour l'argent, qui apporte un plus au club, je ferai tout pour. Et je vais aller beaucoup plus loin que ça soit clair une fois pour tout. Si demain, quelqu'un se présente et qu'il a un projet très intéressant, beaucoup plus intéressant que moi pour reprendre le club, il n'y a aucun problème. La principale préoccupation pour moi, c'est que tout le travail qu'on a fait, tout l'investissement qu'on a fait, qu'il ne tombe pas comme ça, de jour au lendemain, très bas. Donc, ce qui est important, et croyez-moi, je suis très sincère, j'ai toujours fait, et je vais vous donner un très bon exemple, c'est que le club vit parce que vous avez besoin de ce club, parce que je suis convaincu que le club aujourd'hui nantais est connu grâce au football, et c'est pas fini, vous verrez, c'est pas fini. Et j'ai toujours fait qu'une société soit autonome sans dirigeant. C'est ça la stratégie d'un bon dirigeant. Quand il n'est pas là, que ça puisse marcher. Oui. Oui, bonjour Monsieur Guita, Lucas Randel, je suis économiste au Sénat. J'étais très intéressé un petit peu par votre vision du football et de son avenir. Je vais vous parler des supporters, de la place des supporters effectivement dans les clubs de foot aujourd'hui. Il y avait une image tout à l'heure qui était très intéressante. On voyait une petite gamine qui avait 4 ans et dit « j'ai 4 ans et j'aime le FC Nantes ». Alors vous avez parlé tout à l'heure de l'avenir du FC Nantes à 10 ans, etc. Et donc avec l'instauration d'un comité des sages, avec un musée, etc. Mais vous n'avez pas du tout parlé de la place des supporters dans la gestion des clubs de foot, la gouvernance des clubs de foot. Alors, pourquoi je parle de ça? C'est parce que, bon, certains vont me dire que c'est complètement naïf, mais si vous regardez un petit peu ce qui se passe à l'étranger... Où à l'étranger? En Angleterre, vous avez donc ce qu'on appelle les fanshare. Quels sont les clubs? Arsenal. Ah non. Ah non. Attendez, on va finir... parce que je vois la question. Non, on va finir d'écouter la question. Allez-y. Il y a les fanshare. C'est-à-dire que les fanshare Arsenal, vous pouvez acheter une partie d'actions, etc. Donc, ça existe donc en Espagne, vous avez aussi le système des socios. En Allemagne, vous avez donc le système des 50+1 qui permet à certaines associations de participer à la vie du club. Hein. C'est pas du tout, on n'est pas du tout à vouloir participer donc à la gestion du club. Mais effectivement, en France, vous avez donc apparemment, il y a l'air de naître ce qu'on appelle l'actionnariat populaire. Donc je sais que c'est soutenu par une association que vous n'aimez pas. Mais j'aimerais vous entendre sur le fond. Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Est-ce que vous trouvez ça complètement utopique, naïf? Est-ce que vous avez réfléchi effectivement à la place que pouvaient avoir les supporters dans la vie du club? Vous avez dit effectivement un grand club pour une grande ville. Quelle est selon vous effectivement la place que devraient avoir les supporters dans justement l'avenir du Football Club de Nantes? Merci. Alors, écoutez, moi je suis ouvert à toute l'ouverture. Je suis ouvert d'esprit pour pouvoir le mieux gérer le club possible. Mais si c'est pour venir et critiquer, ça ne m'intéresse pas. Je suis ouvert vraiment à tout, à discuter. Mais les discussions avec certaines personnes, où vraiment vous m'emmenez des gens qu'on puisse construire et pas détruire, et de ne pas me faire insulter, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas m'investir personnellement, physiquement, mentalement, intellectuellement, financièrement, moi et ma famille, et de me faire insulter. Ce n'est pas possible. Maintenant, si c'est quelque chose qui est bien construit, bien sûr que je suis ouvert. Bien sûr, mais attendez, je suis quand même pas fou. Je suis ouvert à tous les niveaux. Le seul problème, il faut que ça apporte un plus. Si c'est pour venir discuter
pour rien, ça ne sert à rien, croyez-moi, vous verrez vous-même ce que de faire. Et puis il ne faut pas qu'il y ait trop de chefs. C'est pas sérieux, ça ne marche jamais. Vous me parlez de l'Espagne. Vous pouvez me dire quelles sont les dettes de clubs en l'époque? Bon, vous pouvez me dire les dettes d'FC Nantes? Zéro. Alors, c'est bien tout ça que tout le monde peut se mettre, je dirais, mais les dettes sont énormes. Et à Barcelone, et à Madrid, et en Angleterre, les clubs qui sont plus touchés là-dessus sont des clubs de 3e, 4e, 5e division. C'est ça le problème. Arsenal, mais moi aujourd'hui, d'accord, à quel prix vous allez valoriser aujourd'hui le club? Vous avez une idée? On est dans un système de conseil d'administration, puisqu'il est une SAS. Donc, il va falloir que quelqu'un rentre dans le conseil d'administration, il va falloir qu'il ait un pouvoir. Pour avoir ce pouvoir, il faut qu'il rentre dans les capitaux. On n'est plus dans l'association comme avant. Et aujourd'hui, avec tout l'argent qu'on a mis, si on veut mettre dans le capital, quelle est la capitalisation aujourd'hui du club? Comment vous le faites, l'estimation? On parle de la bourse, d'accord, très bien, on capitalise, valorise la société quoi, à 10 millions ou 5 millions ou 200 millions? Comment on fait là? Une intervention tout au fond. Je suis ouvert, hein, que ça soit clair, mais pas avec n'importe qui. Allez-y. Bonsoir. Alors moi, ma question elle va plus porter au niveau de la réputation du FC Nantes à l'échelle internationale, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait des chiffres qui étaient assez intéressants en termes de visibilité, notamment télévisuelle. Aujourd'hui, la plupart des clubs de football, qu'ils soient français ou européens, structurent leur activité, notamment autour du numérique, pour renforcer leur notoriété. Pour autant, j'ai regardé un peu les chiffres tout à l'heure du FC Nantes, justement au niveau numérique. Et c'est vrai que ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à la visibilité du club au niveau télévisuel, ça ne se concrétise pas forcément sur le terrain du numérique. Par ailleurs, vous avez parlé de la place des entreprises locales et du fait que le FC Nantes se doit de valoriser ces entreprises. Aujourd'hui, il y a quand même sur le territoire des entreprises et un vivier de talents qui est porté sur le numérique. Donc moi, ma question elle est toute simple, c'est comment vous voyez justement votre interaction avec ces talents du numérique et comment le FC Nantes peut justement s'appuyer dessus pour capitaliser vraiment sur sa notoriété télévisuelle sur le champ du numérique, parce qu'aujourd'hui, le numérique, c'est un véritable relais de croissance pour les clubs en capitalisant sur les joueurs, sur l'histoire et l'identité, en sachant que l'identité du FC Nantes est très forte. Donc là, il y a vraiment des enjeux qui aujourd'hui sont visiblement pas saisis. Non, mais je pense que vous avez raison. Mais vous savez, je crois que chaque moment de la vie du club, quand il est en construction, la principale préoccupation, c'est d'équilibrer tout ce qui est sportif, organiser tout ce qui est administratif. Oui, mais c'est comme ça, hein, on a les priorités. Hein. Comment? C'est vous qui dites c'est bon. Pour moi, c'est pas bon. On est loin d'être bon. Donc, il faut le temps pour organiser tout ça. On ne peut pas non plus créer des équipes féminines de football et en même temps s'occuper du numérique. Donc, tout ça, il faut le temps, il faut de l'argent et je pense qu'il y a les priorités. Ne brûlons pas les étapes. Je voulais faire ça quand je suis arrivé. Je n'ai pas réussi ce que je souhaitais de le faire. Donc maintenant, on va bien organiser, on va bien préparer, on ne va pas faire n'importe quoi. Déjà, je pense que on va très vite sur certaines choses, mais vous me demandez quelque chose de encore plus haut, ça va venir, mais laissez un peu le temps. Oui, bonsoir. Monsieur Vier, ma question est, vous avez en partie répondu, vous avez dit je n'irai pas tout seul construire un stade. Comme la ville, d'un autre côté, ne veut pas y aller, est-ce que vous avez, et c'est toujours dans votre plaquette, le papier que vous avez sorti tout à l'heure, un stade, un nouveau stade, est-ce que vous avez pensé réunir un panel de gens autour de vous, d'entreprises, qui pourraient faire un projet, amener des fonds pour construire ce nouveau stade et proposer à la ville cette construction? Écoutez, moi je pense qu'il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis.
il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Donc je pense qu'il va falloir qu'on reparle sérieusement. Je ne vous cache pas que j'ai déjà parlé à la mairie avant les élections. Au moins c'était clair. C'était presque, c'est pas possible. Mais maintenant, il faut représenter le projet d'une façon différente, peut-être avec des partenaires, et de voir de quelle façon on peut le faire. Vous savez, 10 ans, on peut faire le stade en 2 ans. Hein. Donc il faut commencer à travailler dès maintenant pour arriver le plus vite possible. Je suis persuadé, convaincu, que le stade est très important ici dans cette ville. Convaincu. Maintenant, à vous aussi, peut-être jouer un rôle, de mon côté, d'influencer et de lui dire, peut-être c'est pas si idiot que ça de faire un nouveau stade parce que ça va nous amener, au niveau d'économie, pas mal de choses. Je ne parle même pas au niveau d'image, mais au niveau d'économie. C'est important. Une dernière intervention. Une avant-dernière intervention. Et ça sera vraiment l'avant-dernière parce qu'il y a un train. Ma question concerne le centre de formation. Depuis Wedek et Pujol, aucun avant-centre de notoriété nationale n'est apparu. Est-ce qu'on forme des avant-centres au centre de formation? Parce qu'apparemment, vous en manquez aussi dans votre équipe. Non, mais c'est vrai, c'est une bonne question. C'est une question que j'ai posée. Vous devriez rechausser les crampons. C'est une question, oui, c'est une question que j'ai posée, mais je vous signale quand même que dans une bonne époque, vous n'avez jamais formé des avant-centres. Hein. C'est tout. Ça s'arrête là. Hein. Et vous voulez que je vous cite les étrangers d'avant-centre que vous avez eus? Allez, logique. Vaïd. Ensuite. Voilà. Ensuite. Mais avant. Marcos. Et alors, il y a un problème là-dessus. Mais ça fait 7 ans que je parle qu'on ne forme pas les avant-centres. Et milieu 6, et les 6, et dans l'axe, dans la défense. Il n'y a eu que des étrangers. Excusez-moi, mais c'est peut-être normal. C'est compléter déjà certaines, je dirais, faiblesses par... c'est pas plus mal, hein, d'ailleurs. Ils ont fait du super bon boulot, hein, mais il n'y en a jamais eu de très bons avant-centres en Nantes, hein, ni dans l'axe. Hein. Oui. Là, ce sera vraiment la dernière intervention, car nous devons finir à 20h. Association Nexus, là. Je vais vous poser une question concernant l'accessibilité au stade. Mais cela mérite une petite explication d'abord. À savoir, le 27 novembre, salle festive de l'Erdre, à la Beaujoire, une commission particulière et indépendante va débattre en public, en présence de Réseau Ferré de France et de la SNCF, du projet de liaison rapide entre Rennes et Nantes. Dans ce débat, il sera discuté plusieurs options de tracé, dont l'une sera une liaison Rennes-Nantes via Châteaubriand. Cet axe, via Châteaubriand, transite à proximité immédiate du stade de la Beaujoire. Et ce choix permettrait une accessibilité remarquable, directe et rapide pour votre public, depuis le nord du département, le sud, depuis la gare centrale SNCF de Nantes et depuis l'aéroport de Nantes-Atlantique. Il deviendrait aussi possible d'accueillir des trains spéciaux de grande capacité à l'occasion de matchs et d'événements depuis des villes majeures de la région et du pays tout entier. Vous disposeriez alors, Monsieur Kita... Oui, attendez, allez concluer, posez votre question. Oui, je la pose. Vous disposeriez alors d'un club parmi les mieux desservis par transport collectif en Europe. Ma question, elle est double. Êtes-vous bien informé de ce potentiel pour votre club? Ça, c'est la première question. Et la seconde, peut-être après avoir pris quelques informations, comptez-vous exprimer votre point de vue sur ce projet lors de ce débat public qui se déroulera à la Beaujoire? Écoutez, la première question, oui, c'est superbe. La deuxième, je ne sais pas si je vais m'exprimer parce que je ne suis pas sûr que je vais être écouté. Mais la troisième question que je vais vous poser, où est le stade? Il y a plein de public, mais il n'y a pas de stade. Le stade est à 200 mètres. Oui. Oui, mais le stade est trop petit. Mais vous n'avez pas l'intention de shifter votre stade à Saint-Herblain? Ah non, c'est pas... Oui, tout à fait, oui. Alors la desserte est toujours aussi valable. Là, en tant que desserte par transport de masse, je peux vous dire que vous avez de l'or en barre.
Oui, mais il faut expliquer. Oui, mais donc je suis encore dans ma vision visionnaire qu'il faut un stade. Monsieur la mairie, il me faut un stade. Voilà. Comment on va faire? C'est un problème. Merci Valdemar Kita. Je crois que vous avez passé une soirée tout à fait intéressante. Le prochain invité, je l'ai dit tout à l'heure, apparemment n'a pas grand-chose à voir avec le football, même s'il est abonné au FC Nantes. Il s'agit de Denis Moreau, qui est philosophe à l'Université de Nantes, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle « Pour la vie, court traité du mariage et des séparations » et qui sera des nôtres le 17 novembre. Et puis en décembre, la date n'est pas encore fixée, le 11 décembre, ben voilà, je suis au courant de rien, le 11 décembre, c'est normal, le 11 décembre, nous aurons un historien comme invité, Dominique Lepage, qui a été longtemps maître de conférence à l'Université de Nantes et qui maintenant enseigne en Bourgogne, à Dijon, et qui vient de sortir un livre sur Nantes et la Bretagne. Et puis si d'aventure vous n'aviez pas lu l'excellent numéro de Place Publique consacré à l'avenir du football, je vous conseille d'en faire l'emplette. Elle est trop ancien, il faut qu'il se renouvelle un petit peu, parce oui, qu'il est plus à la page. Il y a pas mal. Moi, je voulais vous remercier de m'écouter. Ça m'a fait vraiment plaisir de passer un petit moment avec vous. Ça me permet aussi d'avoir un contact humain, ce qui est très important. Peut-être en même temps, ça change par rapport à l'idée qu'on se fait de moi. Et que j'invite les gens de venir à tous les matchs. Je suis ouvert à tout, je vous promets, mais je voudrais que ça soit constructif et que ça ne détruit pas ce que nous avons fait, parce qu'on a beaucoup travaillé. Et je remercie à cette même occasion à tous les gens de l'association, tous les éducateurs, tous les services commerciaux, parce que sincèrement, on a fait un super boulot et que je crois aujourd'hui, il y a un esprit de famille que nous avons créé avec Franck, et sincèrement, je pense qu'il faut continuer. Et je vous promets que vous allez attendre parler sûrement de cet état d'esprit. Peut-être pas de super résultats, peut-être pas encore cette année, et encore si on m'écoute un peu peut-être, mais je vous promets que vous allez déjà, c'est très important d'avoir cet état d'esprit. Je vous dis encore une fois de plus, merci beaucoup. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées, et on a des bonnes idées, on sait travailler, il faut bien les exploiter. Et n'oubliez pas que la France est un pays très riche à tous les niveaux, intellectuellement, culturellement, et je vous promets qu'on peut être fier et surtout pas avoir des complexes vis-à-vis de nos voisins, parce qu'ils ne sont pas si bons que ça. Merci, et je voulais vous passer ce message.